une association de danse. J'imagine que c'est du des correspondants aussi locaux. Bonjour Monsieur Thierry Toublanc. Le défi 24 heures Angers. Alors, vous allez voir, et dans les questions, on découvrira encore plus la diversité. Je vais vous partager mon écran, puisque nous avons une présentation. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. C'est parfait? Bon. Alors, l'objet aujourd'hui, on se lance. Les gens vont continuer à arriver au fur et à mesure. Juste pour votre information, nous sommes déjà… Alors, attendez. Je ne vois pas, Isabelle, si tu vois. Comme ça permet de voir le… il y a déjà 31 personnes parmi les 64 qui nous ont rejoints. Donc, les autres vont arriver au fur et à mesure. Donc, comment préparer la sortie de crise sanitaire de mon association? Quelques éléments en amont, au risque de me répéter. L'idéal, pour l'instant, c'est de couper vos micros pour éviter les interférences, les bruits parasites. Idéalement, couper votre caméra, mais là, je vois que manifestement, le réseau est bon, donc on va garder les caméras ouvertes. C'est quand même beaucoup plus convivial. S'il y a des problèmes de données et de flux, ben, on coupera. Sachez que l'atelier va être filmé. Donc, c'est-à-dire que nous faisons un enregistrement. Si vous ne souhaitez pas passer à l'image pour quelconque raison que ce soit, je vous invite à couper vos caméras. Pourquoi on fait un replay? Eh bien, c'est pour donner à voir les échanges que nous allons avoir ce soir à d'autres qui ne pouvaient pas y assister. Et puis, tout ce que nous allons traiter ce soir va faire l'objet d'un contenu à la fois pour le blog Info Local et probablement peut-être un compte-rendu pour le Courrier de l'Ouest. Donc, voilà, cette matière sera exploitée pour l'après. Pour bien échanger ensemble, on va privilégier les interactions par le chat, donc évidemment ce que vous avez utilisé pour vous présenter. Voilà, et utiliser ce chat pour partager des liens qui répondent à certaines de vos interrogations. On va rentrer dans le vif du sujet. Je propose aux différents intervenants de se présenter et je vais donner la parole à Bruno Geoffroy, qui est rédacteur en chef du Courrier de l'Ouest. Bonjour à tous, je suis ravi de j'allais dire vous retrouver, mais c'est pas vrai, mais on se voit quand même, on peut se parler et on peut s'interroger ensemble, donc effectivement sur la façon dont on va pouvoir les uns les autres sur notre territoire organiser et vivre au mieux les choses pour sortir de cette crise. Donc je suis Bruno Geoffroy, je suis rédacteur en chef du Courrier de l'Ouest, donc sur le Maine-et-Loire et sur les Deux-Sèvres. Voilà. Merci Bruno. Laura, est-ce que Laura est arrivée des Loiseaux? J'ai comme un doute, Isabelle. Non, je suis bien là. Je suis bien là. Ah. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, donc je me présente, Laura Michneau. Je suis responsable régionale Grand Ouest pour Hello Asso. Hello Asso, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une solution de paiement en ligne gratuite pour les assos. Et on travaille avec 2000 assos à peu près dans le département. Voilà. Et tu n'as pas ta caméra, Laura, c'est normal? Oui, car j'ai une connexion vraiment très limite. Donc, du coup, je me permets de ne pas allumer ma caméra. J'en suis désolée. Ça risque de couper sinon. Très bien. Océane. Bonjour à tous. Je suis support utilisateur sur Bénévolte. Donc, il y a un outil pour trouver des bénévoles. J'accompagne bénévoles et associations. Et par ailleurs, je m'occupe des bénévoles dans une association de jeux vidéo qui se trouve à Nantes. Merci. Peut-être Pascal. Alors, nous nous excusons, tu n'es pas en photo, mais tu représentes le Crédit Mutuel ce soir. Oui, écoutez, oui, Pascal Vincent, moi, je suis secrétaire général du Crédit Mutuel Anjou. Je me réjouis que le Crédit Mutuel ait été associé au montage de ce webinaire pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que le marché des associations auxquelles ce webinaire s'adresse est historiquement ce sont des acteurs importants pour nous, hein, puisque nous sommes la banque des associations sur le territoire. On n'a jamais cessé de faire acte de solidarité, d'ailleurs, à leur endroit, de multiples manières. On a continué, évidemment, à les soutenir, à les aider financièrement, mais aussi avec des dispositifs spécifiques.
Et puis, voilà, il nous semblait important, avec le Courrier de l'Ouest, effectivement, de poursuivre sur cette voie du soutien sous une forme qui est très nouvelle pour nous, qui est la forme précisément de ce webinaire. Voilà, je renouvelle vraiment le plaisir que j'ai à être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Bon, et moi, je suis David Moisan, je suis le responsable d'Info Local pour SIPA Ouest France. Donc, Info Local, la plupart d'entre vous connaissent. C'est une solution pour partager des annonces d'événements historiquement. Nous verrons en fin de présentation que demain, on veut apporter beaucoup plus pour alimenter les colonnes de nos journaux et demain, l'intégralité de la plateforme westfrance.fr. Voilà. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. L'objectif de l'atelier, c'est en 1 heure. Alors, on a été ambitieux en proposant 1 heure. Il est probable que ça déborde et ce sera tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a des questions, de l'interaction et qu'on aura approfondi certains sujets. L'idée, c'est qu'on va traiter d'abord le sujet des bénévoles parce qu'on sait que c'est un point dur et un point d'inquiétude, notamment pour la rentrée, de savoir si on va retrouver des bénévoles pour assurer la pérennité des différentes activités associatives. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'on va réussir à en recruter de nouveaux? Donc ça, c'est un sujet qui sera développé par Bénévolte. Comment les recruter? Comment remotiver les bénévoles pour qu'ils reviennent? En seconde partie, on va travailler autour de l'utilisation du numérique pour vous aider dans la reprise des activités. Cette période de confinement a généré une crise, mais elle a aussi généré une accélération de l'action et de nouvelles opportunités. On verra comment Hello Asso, par exemple, peut vous aider dans l'organisation des événements, dans préparer sa rentrée, ce genre de choses. Et puis ensuite, nous travaillerons sur comment communiquer sur la reprise de vos activités, comment donner de la visibilité à travers évidemment la presse quotidienne régionale et le Courrier de l'Ouest, et puis à travers un enchaînement de complémentarité, on va dire, entre le journal, les réseaux sociaux, Info Local. Voilà, comment mettre la lumière sur vos associations et vos activités. Et puis évidemment, à la fin, on aura un grand échange de questions-réponses. On jalonnera ces 3 parties par des petites respirations pour traiter les sujets. Par exemple, le bénévolat, ensuite le numérique et enfin la communication. Eh bien, je vous propose de rentrer directement dans le premier sujet. Et c'est Océane de Bénévolte qui va vous éclairer sur le bénévolat, en tout cas la manière dont Bénévolte peut vous aider. Ok, merci beaucoup. Rebonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de bénévolat. Donc, je suppose que dans vos associations respectives, vous avez vécu une drôle de période avec ces bénévoles qui sont arrivés, donc des bénévoles qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc, des bénévoles plutôt actifs qui sont venus remplacer nos aînés qui ne pouvaient plus s'investir pendant cette période de crise sanitaire. Donc, des bénévoles qui sont du monde actif, des étudiants aussi, qui avaient du temps à consacrer aux associations, qui voulaient tester pour la première fois de faire une mission de bénévolat, le télétravail aidant, ou alors le temps partiel. Donc, vous avez vu arriver ces nouveaux bénévoles, vous pouvez le dire dans le chat, on en parlera après, mais des bénévoles on ne sait pas s'ils vont pouvoir s'investir longtemps, eux-mêmes ne le savent pas, puisqu'en tant que bénévole de cette nouvelle génération, un peu pris entre les taux de je télétravaille, donc j'ai un petit peu plus de temps que d'habitude, mais en même temps, je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir d'ici 6 mois. Donc, on s'investit dans des associations, vous les voyez arriver, on essaie de leur trouver une place en se disant quelle mission je vais pouvoir confier à cette personne qui est très investie, qui est très motivée, mais qui ne sait pas combien de temps elle va pouvoir rester dans l'association. Je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Personnellement, je l'ai vécu dans mes associations, différentes assos, dans différents secteurs d'activité. Et à chaque fois, le constat est le même. C'est comment j'arrive à intégrer ces bénévoles qui sont pleins de bonne volonté, mais dont le visage du bénévolat a changé. Là où on avait l'habitude avant d'avoir des personnes qui étaient ancrées dans l'association, où on les recrute une fois et on sait qu'elles vont rester au moins 6 mois, au moins 1 an, au moins 2 ans, là, c'est complètement différent. On a une visibilité, parfois même à seulement quelques semaines, où le bénévole arrive en disant moi, ça me botte, ça me parle, mais éventuellement, dans 3 semaines, je reprends le travail en temps complet et je ne pourrai plus m'investir. Donc, il faut qu'on arrive à leur trouver une place, sachant qu'il faut prendre en compte aussi les besoins de l'association et les investissements que vous mettez dans ces bénévoles, puisque vous le savez comme moi, à chaque fois qu'un bénévole arrive dans l'association, c'est quand même du temps d'intégration, où il y a des ressources humaines qui sont mobilisées pour intégrer ce bénévole, éventuellement du matériel. Si je dois investir dans du matériel financièrement pour ce bénévole, qu'il reste 3 semaines, c'est un petit peu embêtant pour moi. Et pareil, dans le temps qu'on y met,
on n'a pas envie que ce bénévole parte trop vite. Donc, il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre j'ai bien envie d'intégrer ces nouveaux bénévoles parce qu'ils apportent un nouveau souffle à l'asso et que ça m'embête de dire non à quelqu'un qui est de bonne volonté, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit du temps perdu pour l'association. Donc, il faut prendre en compte dans l'intégration de nouveaux bénévoles dans cette crise et ce temps très particulier du nouveau usage du bénévolat. On le voit, c'est assez structurel quand même depuis quelques années. Les bénévoles rajeunissent, on va dire. On a vraiment un pic autour de 25 ans des bénévoles qui arrivent sur le marché du bénévolat et qui ont des façons de faire très différentes, qui vont butiner d'association en association, qui ne vont pas rester des années comme le faisaient nos aînés, comme vous le faites peut-être vous-même dans vos associations. Donc, il faut prendre en compte ce nouveau visage du bénévolat pour intégrer de nouveaux bénévoles dans ce temps de crise et qui, même au moment de la reprise, ne sera pas tout à fait terminé. Il faudra quand même prendre en compte ce renouveau du bénévolat. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, dans laquelle je vous ai sélectionné des missions. Donc, ça va être un petit peu petit, je suis désolée. J'ai pris des associations qui se trouvent dans le 49. Aujourd'hui, on en a 90 sur Bénévolte pour 900 bénévoles. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 10 bénévoles par association qui se ruent et qui demandent du bénévolat dans votre département. Donc, j'ai pris volontairement l'exemple d'un festival qui va avoir lieu, qui est pour moi l'exemple typique de l'association qui mise sur cette reprise des bénévoles, sur cette reprise des activités où on a besoin d'un grand nombre de bénévoles. On va pouvoir en remobiliser. Je suis certaine que cette association, l'air de rien, je ne sais pas si elle est avec nous aujourd'hui, mais a déjà fait des festivals et connaît des bénévoles qu'elle va pouvoir remobiliser. On va aussi aller en chercher parmi justement ces jeunes bénévoles qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire du temps, qui ont envie de trouver une utilité dans ce temps un petit peu particulier. Donc là, clairement, on mise sur la reprise, on mise sur la reprise des activités, notamment dans le secteur de la culture. Alors que vous le voyez, Vacances et Familles, qui est une association d'une plus grande ampleur, parce que là, c'est une délégation d'une association nationale, en fait, elle va miser un petit peu sur les deux. Elle se dit que la reprise va permettre de pouvoir faire ses jours vacances et famille, mais en même temps, il y a des tâches administratives pour lesquelles on va pouvoir mobiliser le télébénévolat. J'y reviendrai un petit peu après, mais il y a des bénévoles qui sont déjà très bons dans ce qu'ils font sur la partie administrative, la création d'appels à projets, la création de dossiers de subvention, etc. On va laisser les bénévoles faire depuis chez eux, en se disant, bon, la reprise, c'est bien, mais on va quand même rester sur ce modèle un petit peu hybride de je continue de travailler à la maison pour mon association. Voilà pour les exemples. Je te coupe 2 minutes. Juste pour vous dire que la présentation vous sera envoyée. Donc, effectivement, ce n'est pas très lisible en partage d'écran. Et vous découvrirez aussi sur Bénévolte comment se traduisent ces différentes missions, soit ponctuelles. L'exemple, pour un festival, on a besoin de mobiliser les troupes et d'avoir tout d'un coup beaucoup de ressources, soit de manière pérenne pour des tâches plus longitudinales ou des missions administratives, comme tu le décrivais. Il y a de très jolies histoires, on n'a pas le temps, mais par exemple, on a toujours un biais à penser qu'on ne recrute des bénévoles que lorsqu'ils sont attachés au secteur d'activité de l'association, sous-entendu à la passion qui anime l'association. Parfois, il y a des bénévoles qui ont une expertise qui leur vient du monde d'avant, d'un métier par exemple, et qui vont le mettre à profit d'une association dont l'activité n'est pas forcément le stimulant. Je peux me permettre cet exemple. Il y a une association dans le 44, le musée de l'aéronautique, et qui avait besoin d'une bénévole ou d'un bénévole pour gérer une grosse base documentaire. Eh bien, c'est une ancienne documentaliste à la retraite qui a rejoint cet assaut, mais elle n'avait absolument aucune passion pour l'aéronautisme. Donc, c'est intéressant. Mais par contre, elle était experte dans sa mission de bénévolat pour cette association et il y a eu une très belle rencontre. J'en profite aussi, si je peux partager ce qu'est Bénévolte, c'est pour moi, c'est un peu un site de rencontre entre des gens qui veulent s'engager et des associations qui les séduisent. Et quand on va sur cette plateforme, on s'en aperçoit. J'arrête mon intervention juste pour te permettre de respirer 2 minutes. Oui, effectivement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les bénévoles, il y en a plein qui sont prêts à s'investir. Vous voyez, ils sont 900 aujourd'hui à avoir créé un profil sur Bénévolte, à attendre que les assos viennent les chercher. Et aujourd'hui, il n'y a que 90 assos qui leur font face dans le département. Donc les bénévoles, il y en a, ils sont prêts, ils attendent. Et en fait, c'est aujourd'hui les associations qui doivent trouver comment recruter ces bénévoles. Ces bénévoles qui vont peut-être pas pouvoir rester trop longtemps, qui se cherchent peut-être aussi.
parce que vous avez une idée très précise de ce que vous cherchez dans l'associatif, mais ces nouveaux bénévoles qui arrivent un petit peu par hasard, souvent c'est leur première mission en tant que telle dans une association, il va falloir les guider. Donc, pour les nouveaux bénévoles, il faut avoir ça en tête et mettre à profit votre créativité dans l'identification des besoins. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte ou vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain-là. Je pense qu'Elo Asso en parlera tout à l'heure, mais il y a une transition digitale qui s'est accélérée grâce, je le dirais, à la crise sanitaire. Et ben, les bénévoles qui sont derrière, eux, pendant 1 an, ils ont travaillé à distance dans leur entreprise. Donc, ils ont acquis plein de savoir-faire, de savoir-être que vous allez pouvoir mobiliser. Et il va falloir aller les appeler avec des mots particuliers, avec des missions particulières. Vous voyez, aujourd'hui, la mission qui marche le mieux chez Bénévolte, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Ça fait je sais plus comment on dit, mais ça fait des émules, pardon. Donc, ça fait des émules. Il y a plein de gens qui se positionnent sur ces missions et les associations qui viennent déposer ce genre d'annonce, elles reçoivent trop de candidatures aujourd'hui parce que ça plaît, parce que c'est quelque chose qui est facile à faire, qu'on peut faire depuis chez soi. Il suffit d'avoir son ordinateur et un peu de créativité et ça parle aux bénévoles d'aujourd'hui. Donc, pensez aussi au renouvellement que ça peut apporter dans votre association. Les liens intergénérationnels, les nouvelles façons de travailler. Aujourd'hui, si vous êtes une association où vous avez une majorité de personnes retraitées qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique, ça peut faire peur d'avoir un petit groupe de jeunes qui arrivent, d'étudiants qui ne connaissent pas grand-chose et qui va vous dire « Oh, si, on va faire ça, on va faire ça ». Intégrez-les. Essayez de transmettre vos connaissances du monde associatif en échange de leurs connaissances théoriques de comment on communique sur un Facebook ou un LinkedIn. Et prenez en compte surtout, ce sera vraiment la chose qu'il faudra retenir de mon intervention, je pense, c'est que le bénévolat a changé, et d'autant plus pendant cette crise sanitaire, où chacun a vu sa vie un petit peu bouleversée, et qui essaie quand même, dans cette vie bouleversée, de faire du bénévolat. Faites-en un levier de motivation. Et je termine ma présentation du coup sur une dernière slide où on va parler de remobilisation des bénévoles. Donc, faites appel au télébénévolat. Les bénévoles qui vous connaissent depuis un moment, qui gravitent autour sans jamais avoir fait vraiment de bénévolat, qui ont envie d'un bénévolat simple, au moins pour commencer, de faire quelque chose qui va peut-être leur prendre une demi-heure, mais qui va vous permettre, vous, d'avancer sur quelque chose. Ce n'est pas un bénévolat dans lequel on peut se projeter, mais on peut commencer. C'est une porte d'entrée qui va nous permettre après de se dire, ça y est, dans cette association, j'ai fait un fichier Excel il n'y a pas très longtemps, maintenant on me demande de participer à une après-midi buvette pour le club de foot, hop, je m'y réinvestis. Et en fait, c'est une porte d'entrée comme ça qu'on va pouvoir proposer grâce au télébénévolat. Les outils numériques sont vraiment une aubaine pour votre association, pour la visibilité de vos missions. Une fois que ça y est, on a réussi à identifier le besoin, qu'on s'est dit, allez, on va se lancer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je crée une annonce. Vous pouvez utiliser les réseaux qui aujourd'hui vous permettent d'avoir une grande visibilité. C'est le cas sur Bénévolte qui va transmettre vos missions sur Facebook, sur Google, sur même Info Local maintenant, et qui va vous permettre d'avoir une grande visibilité sur le web. Donc, il faut prendre en compte les nouvelles pratiques de bénévolat, mais prenez en compte aussi le fait qu'il y a plein d'acteurs qui gravitent autour du bénévolat, du monde associatif en général, pour vous aider à prendre cette porte de sortie d'un monde associatif qui a grandement évolué en un peu plus d'1 an maintenant. J'ai une remarque, Océane, et Oui. une question. Je vais commencer par la remarque, parce que je connais un président d'association qui trouve ça formidable, la digitalisation, mais qui en même temps explique qu'une association, ce n'est pas qu'un objet, une passion, mais c'est aussi le fait de rencontrer physiquement les gens et de créer des moments de convivialité. Et donc, je pense qu'il faut préciser que ce n'est pas du tout antinomique et que cette digitalisation et ce télébénévolat, c'est le premier contact ou le fil rouge qui, lors des temps forts, va générer des rencontres effectivement physiques. Et du coup, ça amène à la question de Monsieur Robert, Jean-Louis Robert, président de Famille Rurale à Califontaine depuis 11 ans, qui pose la question: où et comment accueillir des jeunes bénévoles dans le milieu rural? Est-ce que Bénévolte a un éclairage particulier? Est-ce que d'autres acteurs du monde associatif présents ce soir ont des idées, des pistes? Voilà. Comment la ruralité n'est pas un frein à l'engagement bénévole? Sur la ruralité, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir répondre car j'ai toujours vécu en ville et notamment dans des grandes villes. Mais si je peux partager un temps personnel associatif, récemment, comme je m'occupe des nouveaux bénévoles dans mon association, on a fait ce qu'on appelle un rapport d'étonnement
où on récupère en fait l'étonnement des nouveaux bénévoles qui nous disent ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé quand je suis arrivée dans l'association. Et on s'est rendu compte que 80% nous répondaient que ce dont ils avaient besoin à leur arrivée pour être plus motivés, c'est un contact physique, parce qu'on les recevait par visioconférence. Du coup, j'ai dit, bon, tant pis, on va braver les interdits, on va bien porter le masque, mais on va aller proposer aux bénévoles de se rencontrer autour d'un café. C'est-à-dire qu'on prend notre café emporté et puis on marche dans la ville, histoire de se rencontrer, d'échanger. Bon, prenez bien vos dispositions, surtout quand il s'agit de personnes à risque, évitez-le, mais si vous pouvez le faire avec pour mon cas, c'était plutôt des personnes jeunes, avec toutes les précautions sanitaires, il faut vraiment arriver à le faire. Se rencontrer dans les locaux, dans les maisons des associations qui peuvent vous ouvrir les portes pour ce genre d'événements, c'est important aussi, et on voit vraiment que les bénévoles en ont besoin, donc dès que vous pouvez, faites-le. Évitez les gros rassemblements, mais de se voir en tête-à-tête, ça peut être une solution. Alors, j'approfondis la question de Monsieur Robert qui dit où et comment accueillir de jeunes bénévoles dans le milieu rural. Monsieur Robert, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour développer votre question, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un déficit de jeunes bénévoles que vous avez? Est-ce que vous avez du mal à les recruter, les contacter même, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez développer un peu votre question? Peut-être que d'autres personnes ont trouvé des réponses à cette problématique. C'est aussi l'idée de ces conférences, c'est qu'il peut y avoir des bonnes initiatives à droite à gauche qui nourrissent même des associations d'autres secteurs. N'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Parfaitement. Ouais. Voilà. Je vais peut-être approfondir un petit peu ma question, ou mon interrogation plutôt. Voilà, on est quand même un petit village de moins de 1000 habitants, ce qui fait que les bénévoles, moi j'ai réussi depuis 11 ans à drainer un petit peu des relations à travers des contacts physiques qu'on a eus, soit dans des spectacles ou dans des fêtes locales. J'ai réussi, mais maintenant je serais tenté de dire que en plus depuis un an c'est très très difficile, mais je me rends compte maintenant que c'est difficile pour moi de trouver des gens. Alors moi, ce que j'attends, c'est une recette éventuellement pour une autre méthode pour trouver des bénévoles, parce que c'est pas eux qui vont venir à votre rencontre. Enfin, peut-être qu'en milieu urbain, oui, on vient spontanément ou éventuellement donner une aide ponctuelle et qui peut se transformer en une aide un peu plus longue. Mais je serais tenté de dire que nous, dans le milieu rural, il faut qu'on aille au-devant des gens. Et je n'ai pas envie de faire du porte-à-porte, sonner à toutes les portes pour demander s'ils sont bénévoles ou pas. Voilà. Alors, nous, pour le coup, chez Bénévolte, depuis qu'on a mis en place ce qu'on appelle la multidiffusion, donc vos annonces sont disponibles en fait sur Facebook. On voit que les personnes qui viennent de Facebook et qui candidatent en tant que bénévoles depuis cet espace-là viennent beaucoup de milieux ruraux. Et en fait, ça a contrebalancé le fait que naturellement, les gens dans les grandes métropoles ou les grandes villes deviennent bénévoles par le biais de Bénévolte. Et on voit que ceux qui deviennent bénévoles par le biais des réseaux sociaux et notamment Facebook viennent plutôt de milieux ruraux. Donc, je pense que c'est aussi, encore une fois, on a le côté digital avant la rencontre physique, mais je pense qu'il faut l'exploiter pour pouvoir rencontrer des bénévoles qui sont proches de chez vous, mais que vous n'allez pas forcément croiser du fait qu'on n'a plus ces occasions, ces événements, de les rencontrer physiquement. Et Monsieur Robert, est-ce que vous y voyez aussi une espèce de fracture générationnelle, c'est-à-dire que là où il y avait des lieux permettant de recruter des bénévoles, des lieux qui agrégeaient tout le monde, alors soit l'église, soit la maison soit la mairie, soit la salle polyvalente, est-ce que vous avez l'impression que ces lieux de rencontres collectives sont moins fréquentés par les jeunes? Je dis ça parce que le miroir, c'est probablement les réseaux sociaux ou d'autres médias qui sont des carrefours pour aller rencontrer ces jeunes, sans faire du porte-à-porte, mais l'idée, c'est de rentrer en conversation avec eux. Est-ce que ma lecture des choses correspond à votre réalité ou pas? Plus ou moins, parce que en clair, nous, on a trois activités majeures qui sont la danse pour les tout jeunes, jusqu'à 10-11 ans. On a du théâtre qui est pour les ados, enfin les jeunes, les ados et les adultes.
Et on a une grosse randonnée que malheureusement on ne pourra pas faire, qu'on n'a pas fait dernière et qu'on ne pourra pas faire cette année non plus, à cause donc du protocole sanitaire qui sera trop rigide pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a nos spectacles de danse ou spectacles de théâtre, on a beau poser la question aux parents s'ils voudraient s'engager ou pas, eh bien, c'est pratiquement, on change de conversation pour pas aborder ce sujet. J'ai l'impression que ça gêne. Moi, je pense que les parents, enfin, j'ai 68 ans quand même, je pense que les parents qui ont dans la quarantaine maintenant sont plus consommateurs que producteurs. Très bien. Juste pour illustrer un petit peu mes propos, on est à peu près 70 adhérents et à la dernière assemblée générale, nous avons eu tout juste les 20% de présents ou de représentés et un respect par rapport à nos statuts qui étaient justement des 20% des adhérents. Et on a eu tout juste. Et quelque part, si on enlevait les membres du conseil d'administration, eh bien, on a eu très, très, très peu de parents, puisque de mémoire, on a dû avoir un parent concerné qui est venu, mais qui ne s'est pas engagé. Alors, vous voyez, ils ne respectent même pas les bénévoles qui sont en place par leur présence ou autre, ou même envoyer leur pouvoir. Alors maintenant, leur demander d'être bénévole, vous voyez, c'est une montagne. D'accord. Ouais. Donc là, c'est la question de l'engagement et la question du consommateur versus celui qui donne de son temps et qui s'engage. Je pense que si on ouvre ce chapitre-là, on va travailler sur le sociétal. Non, mais c'est une vraie question de fond. Je pense que dans les initiatives, on verra ça plutôt en fin de présentation, sur comment on peut faire pour stimuler cette appétence ou cette envie de bénévolat ou d'engagement. C'est un autre sujet. En tout cas, merci, Monsieur Robert, d'avoir ouvert. Quelqu'un lève la main pour une question. C'est Monsieur Warlouz. Excusez-moi si j'esquinte votre nom. Non, c'est pas ça. Qui lève la main? Je vois quelqu'un qui lève la main. Tu vois Isabelle ou pas? Je lève la main, je suis Monsieur Lefebvre. Je ne sais pas comment j'apparais sur le compte. Ça y est, vous êtes... J'ai eu des problèmes de connexion et je suis sans doute sur le compte d'un de mes fils voilà, j'ai plusieurs enfants étudiants là, donc ils sont sur différents trucs. Alors j'ai pris le truc qui marchait, on va dire. Voilà. Je me présente brièvement. Je suis Dominique Lefebvre, je suis président du Tennis Saint-Léonard à Angers. Donc, pour le situer, c'est un club de 450 adhérents, dont c'est une particularité, plus de 280 enfants. Donc, on est le plus gros club du Maine-et-Loire en nombre de jeunes. Moi, sur le bénévolat, je ne vous cache pas, j'ai renoncé. On est en gros 4-5 à gérer ce club, sachant que moi, je suis président depuis 3 ans. Pour la petite histoire, je ne suis pas joueur de tennis et le tennis ne m'intéresse absolument pas. Je pense que ça fait 30 ans que je n'ai pas regardé un match de tennis. Voilà, bon, je l'ai fait parce que mes enfants étaient dans le club et c'est plus un acte citoyen qu'un acte enfin voilà. Donc sur le bénévolat, moi j'ai totalement renoncé parce que mon objectif depuis que je suis président, c'est de laisser ma place et j'y arrive pas. Mais en fait là, je suis au stade où je me dis ça sert à rien. Par contre, ce qu'on fait maintenant, c'est on est en gestion de projet, c'est-à-dire que concrètement, quand il y a un truc à mettre en place, je vais prendre tout simplement, là on a fait un achat groupé de maillots auprès de notre partenaire Decathlon. Eh bien, j'ai sollicité 2 ou 3 membres du club, des joueurs et des joueuses, et je leur ai demandé de gérer le truc, quoi. Et donc, ils gèrent, ils me tiennent au courant, je valide certains points, évidemment, parce que ça a des impacts financiers. Mais voilà, parce qu'en fait, je me suis rendu, quand on fait les inscriptions, j'ai aussi 10 à 15 personnes qui sont des mamans qui se mobilisent et qui viennent tenir les permanences. Voilà. Et après, à chaque fois, elles me disent toutes, ou ils me disent, bah oui, on veut bien faire ça, mais on ne veut pas s'engager dans des réunions régulières et tout. Et bien qu'on ait peu de réunions, en fait, j'ai beau leur expliquer tout ça, j'arrive pas à les convaincre. Donc j'avoue que pour l'instant, j'ai un petit peu renoncé. C'est vrai que les gens sont consommateurs, mais bon, la société, on ne la changera pas. Enfin, moi, j'y ai renoncé depuis une trentaine d'années déjà. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut faire avec. Il faut faire en sorte que les gens
petit à petit aiment l'ambiance du club. Mais le problème, c'est que depuis 2 ans, il n'y a pas de relation. Dans un club de tennis, depuis 2 ans avec le Covid, non, tous les aspects conviviaux et tout, qui seraient des moments où on pourrait effectivement capter de futurs bénévoles, on en est privé. Donc, c'est une problématique. Donc, pour l'instant, ça me paraît... je suis très intéressé par Bénévolte, mais pour l'instant, moi, je cherche plus en fait des gens, des passionnés qui voudraient me remplacer, parce que moi, je ne le suis pas vraiment. Monsieur Lefebvre, merci de votre témoignage. C'est intéressant ce que vous décrivez sur cette gestion de projet avec des actions ponctuelles, mais qui sont portées par des adhérents. Et l'autre l'aspect dont tu parles, Océane, où c'est des gens qui viennent donner des coups de main sur des tâches particulières, peut-être à distance, mais ça illustre aussi le côté consommateur, où on va rejoindre le temps d'une activité une asso en tant qu'adhérent, et puis on va un peu picorer à droite à gauche. C'est aussi quelque chose qu'on observe des témoignages qu'on reçoit des différentes assos. Merci beaucoup. Merci Océane. Je propose qu'on passe à la suite. Je m'adresse à tout le monde. Vous pouvez, on va vous donner de la documentation aussi sur des articles qu'on a fait dans le passé avec Bénévolte. Et puis, le dialogue continue. Vous aurez les contacts de tout le monde. Voilà. Merci Océane. Merci à vous. Tu restes jusqu'à la fin parce qu'il peut y Oui, avoir bien sûr, j'écoute le reste. D'autres choses pour rebondir. C'était pas ta dernière slide, tu avais un élément sur remotiver votre réseau de bénévoles. C'est vrai, donc je vais le dire en quelques mots. Vous avez un réseau qui existe déjà. Donnez-leur la parole, allez demander à vos adhérents, à ceux qui ont déjà été bénévoles aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de quoi vous avez besoin. Et on l'a dit un peu aussi, mais à la place de proposer aux bénévoles de directement devenir coordinateur du département, en fait, on va leur proposer des petites actions très ponctuelles qui va les accrocher, en fait. C'est comme ça que marche maintenant le bénévolat. Et pareil, sur les réseaux sociaux, valorisez, mettez des visages sur des gens qui sont déjà bénévoles chez vous et donnez-leur la parole. Laissez à Claire, qui est bénévole depuis 3 ans chez vous, dire comment c'est bien le bénévolat plutôt que ça vienne de vous. Même si vous-même vous êtes bénévole, mettre d'autres visages que le vôtre qui est déjà connu, ça permet de valoriser le bénévolat et de permettre à des gens qui ne le sont pas encore de se projeter dans qu'est-ce que c'est être bénévole dans cette association particulière. Voilà, et pour le coup, j'arrête pour de vrai. Alors maintenant, je propose qu'on passe sur un autre sujet, et c'est Laura Michneau qui n'a pas sa caméra, mais qui a le son normalement. C'est comment le numérique, qui a été au cœur de ce confinement, peut aider les assos. À toi. Oui, bonjour, enfin rebonjour à tous et à toutes. Alors, je viens d'essayer de remettre ma caméra, mais ça a coupé le son directement. Donc, je vais me concentrer sur… je pense que c'est plus important que vous m'entendiez. Du coup, très brièvement, on va aborder les grandes lignes de ce sujet-là, sur comment le numérique peut vous aider dans cette reprise après une année 2020 et un début 2021 que je n'ai pas besoin de décrire, je crois. Et qui a marqué en effet un vrai tournant dans l'utilisation du numérique par les associations. Et là, l'idée, c'est de vous donner quelques bonnes pratiques. En quelques minutes, vous verrez, les diapos sont assez denses en contenu pour que vous ayez un maximum d'infos dans le support du coup, que vous recevrez par la suite. Donc, l'idée, c'est de voir comment faire en sorte que le numérique, maintenant que vous l'avez peut-être tous beaucoup utilisé, soit vraiment votre allié pour cette reprise. Et donc, du coup, 2 points sur des bonnes pratiques sur organiser vos événements en utilisant le numérique et des bonnes pratiques sur voilà, comment préparer la rentrée. Et derrière ça, moi, j'ai mis les sujets de gérer ses adhésions et sa gouvernance. On peut passer à la slide suivante et commencer par les événements. Alors, du coup, j'imagine que vous êtes tous là et toutes dans les starting blocks pour reprendre les différents événements et activités que vous avez prévus dans votre association. Peut-être même que vous avez réussi à les maintenir durant ces derniers mois, et auquel cas, n'hésitez pas, pareil, à partager vos témoignages. Mais du coup, pour la suite, si jamais vous souhaitez continuer ou vous mettre à utiliser le numérique pour vous aider dans l'organisation de vos futurs événements, quelques bonnes pratiques de base. La première chose, c'est toujours de bien anticiper l'organisation d'un événement. Donc là, anticiper, ça ne veut pas forcément dire penser à dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais au moins quelques semaines,
pour avoir le temps de préparer une billetterie et suffisamment en amont de la date de l'événement, mais aussi globalement pour anticiper l'ensemble de l'organisation qui va plutôt être liée à la communication et l'utilisation des réseaux sociaux autour de votre événement. Mais ça, je crois qu'on pourra aborder la communication dans une intervention suivante, mais c'est à prendre en compte. Ensuite, une autre bonne pratique, le numérique va vous permettre en fait de collecter des données sur vos participants très facilement. Mais du coup, pour ça, il faut que vous puissiez bien les paramétrer et bien anticiper le fait que vous ayez à gérer également la réglementation sur la protection des données de vos participants. Donc ça, c'est important à avoir en tête aussi. Et puis, je pense que si besoin, on peut vous partager quelques ressources sur le sujet. Utiliser le numérique dans l'organisation de vos événements, c'est aussi potentiellement pouvoir mobiliser les participants autour d'un don, par exemple, pour les engager un petit peu plus à soutenir votre association. Proposer un achat complémentaire pour agrémenter l'événement. Donc, ça peut être parfois des t-shirts. On a vu beaucoup floquer avec le logo de l'association. Ça peut être également, je pense, à une option repas sur place, etc. Comme je disais, c'est aussi anticiper les moyens de diffusion pour communiquer. Nous, on a souvent tendance à dire qu'il faut pouvoir utiliser les moyens de diffusion qu'on a actuellement. Quand on lance, là, en plus, avec la reprise, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais pour lancer des nouveaux comptes sur vos réseaux sociaux, etc. Utilisez déjà tout ce que vous avez comme moyen à date et ça fera déjà beaucoup. Et puis, bien sûr, un des avantages quand on passe par le numérique pour gérer l'organisation d'événements, c'est d'avoir un fichier avec vos participants tout propre sur un beau tableur et du coup que vous pouvez imprimer et qui peut vous servir de feuille d'émargement le jour J. Ça va notamment être essentiel, toutes ces bonnes pratiques-là que je vous donne et l'utilisation du numérique pour la reprise, en fait. L'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir, dans le contexte actuel, gérer les modifications de dernière minute qui peuvent être liées, par exemple, à une restriction complémentaire parce que réaugmentation des cas sur un département ou quoi que ce soit. Ça va être aussi pouvoir recontacter les participants a posteriori de l'événement si jamais il y a eu une problématique de cas contact ou autre lors de l'événement, etc. Donc, c'est vraiment important, cette gestion de la donnée. Et c'est ce que va pouvoir vous permettre de faire le numérique. La slide suivante, s'il vous plaît. On peut passer. Super. Et donc, très, très rapidement, vous allez pouvoir, alors il en existe beaucoup, notamment utiliser des outils de billetterie en ligne. Peut-être que certains le font déjà d'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre témoignage là-dessus. Et donc l'idée d'utiliser un outil de billetterie en ligne, par exemple, ça va être de pouvoir assurer beaucoup plus simplement la gestion de 4 éléments, la gestion de vos participants, la gestion des imprévus, comme je vous le disais, de votre budget pour pouvoir collecter les fonds en amont et puis de votre temps pour pouvoir gagner du temps dans tout ce qui est collecte des inscriptions et du paiement si c'est un événement payant. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est d'utiliser le numérique pour faire en sorte que vous puissiez organiser vos événements de la manière la plus sereine possible et en gagnant du temps et en pouvant recontacter à tout moment vos participants. Voilà. Et puis, mot d'ordre, sérénité et anticipation. Voilà. Mes 2 mots préférés pour la reprise, là. Je peux passer au sujet suivant, sauf si il y a une intervention, mais je parle un peu vite, je suis désolée, mais comme on a pas mal de choses à traiter. Juste pour que tu respires, je fais juste une parenthèse, Laura. Ça peut sembler un peu complexe et peut-être pour certains d'entre vous un peu loin de votre quotidien, mais en gros, il y a un effet intéressant de convergence entre une mauvaise nouvelle, allons l'appeler comme ça, c'est-à-dire la difficulté de mobiliser les bénévoles, enfin les problématiques dont on a parlé tout à l'heure, et en même temps, le numérique est une sacrée opportunité pour optimiser certaines tâches administratives, gagner du temps, et donc du coup rendre compatible l'administration d'un gros volume, par exemple d'adhérents, avec un minimum de ressources pour les traiter. Et dans les différents sujets qu'a pointé Laura, en fait, il y a ça. Il y a typiquement cette difficulté à encaisser, par exemple, différents chèques, à assurer les permanences pour les recevoir, à traiter le courrier, à suivre ses listings, etc. L'idée d'avoir un outil numérique, c'est de se simplifier la vie par une unicité dans le traitement de ces différentes données. Et je vais prendre 2 exemples concrets que vous avez peut-être vécus.
Je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes dans les assos à la rentrée dernière, où des adhésions ont été prises et des cours n'ayant pas été, des cours ou des sessions ou des entraînements n'ayant pas été honorés. Il y a eu des problèmes entre des assos qui n'ont pas remboursé, des adhérents, enfin, etc. Donc ça a créé des conflits et une situation inconfortable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'activer très rapidement, selon les décisions gouvernementales, l'ouverture d'une billetterie pour un événement, pour une compétition, pour que sais-je. Il faut une certaine forme de réactivité que permet le numérique. Dans ces deux cas de figure, dans le premier, vous aviez immédiatement, grâce au numérique, le listing des gens. Vous pouviez les contacter avec une adresse email, avec tout ça bien ordonné de manière efficace. Et dans le deuxième cas de figure, vous pouvez déclencher très rapidement, selon l'actualité, et donc les décisions par rapport à la crise sanitaire, des initiatives. Voilà, je parle très vite parce que notre temps est compté. Bien évidemment, il faut approfondir, mais c'est pour essayer de connecter avec ce qui pourrait être votre réalité. Voilà. Et j'ajouterais peut-être juste là-dessus, c'est que l'idée aussi, c'est d'essayer de calquer un peu aux usages de vos publics en fait aujourd'hui. Et ce qu'on constate aussi, c'est que aujourd'hui, on parlait beaucoup tout à l'heure des usages, des bénévoles, etc. Et en fait, ce dont on se rend compte aussi, c'est que les personnes, elles ont besoin de pouvoir s'inscrire à tout moment, en fait, et de la manière la plus simple possible. Et donc, du coup, en proposant une inscription en ligne, par exemple, c'est aussi ce que ça permet, en fait. C'est se dire que, en effet, le dimanche soir, quand j'ai 5 minutes, je peux m'inscrire à un événement très simplement. Donc, c'est aussi ça, en fait, que c'est aussi à cette problématique-là que ça répond. Et puis, par ailleurs, parfois, le mot, en effet, l'utilisation du numérique, de la billetterie, ça peut faire peur. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est que pour organiser une réunion, par exemple, ça peut être utile. Pour organiser un cours avec 10 personnes ou des festivals avec une centaine de personnes, en fait, ces outils-là, ils peuvent s'adapter à l'ensemble de vos cas de figure, en fait. Voilà, j'ajoutais juste ce petit point-là et on peut passer à la suite. Comment préparer sa rentrée? Et donc, du coup, là, j'aborde 2 points très rapidement aussi. On a les adhésions et la question de la gouvernance, donc la gestion des CA, des AG, ont été au cœur de plein de discussions ces derniers mois. Avec 2 éléments phares, en fait, et t'en parlais, David. Comment gérer notamment les adhésions, comment les percevoir et comment gérer ses adhérents quand on ne peut pas réaliser les activités normalement. Voilà, pardon. Et puis, comment garder la mobilisation de ces élus, de ces bénévoles, comment assurer la vie démocratique d'une association alors qu'on ne peut pas se voir, alors que l'association, en fait, son cœur même, c'est de se rencontrer, c'est d'échanger, c'est le collectif. Du coup, le numérique, là, une nouvelle fois, a essayé et essaye de pallier à ces manques-là et peut vous apporter un certain nombre de solutions qui ne doivent en aucun cas remplacer les temps collectifs et de présence, mais qui peuvent en tout cas vous accompagner, vous aider dans la gestion de ces 2 éléments et notamment donc, de la reprise à la rentrée. Quelques éléments si vous souhaitez vous lancer. Et donc, du coup, quand je parle de vous lancer, c'est faire le choix d'un dispositif distanciel pour organiser votre gouvernance, pour organiser vos CA, vos AG, etc. La première chose à faire, c'est toujours de partir des compétences numériques de vos membres. Est-ce que dans votre association, vos bénévoles, c'est des bidouilleurs, ils adorent avoir leur ordinateur sur eux, ils ont fait de la visio avec leur famille toute l'année dernière, ou est-ce qu'au contraire, ils sont plutôt réfractaires? Ce qui va être important aussi, c'est de déterminer tous les outils qui vous seront nécessaires. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans l'expérience d'un vote en ligne, par exemple? Est-ce que vous allez utiliser, par exemple, Skype ou Teams pour faire une visioconférence? On va vous dire aussi, ce qui est important également, vous avez peut-être un format habituel d'assemblée générale qui rassemble un certain nombre de personnes chaque année ou de conseils d'administration qui durent peut-être 2, 3, 4 heures, une après-midi entière. Et du coup, là, quand on passe en ligne, l'intérêt, c'est d'adapter son format. Et vous allez me dire, en fait, mais pourquoi se prendre la tête finalement, moi, dans mon association, pourquoi décider d'organiser une AG plus courte, d'organiser un CA à distance? En fait, ce qu'on constate, c'est que parfois, ça permet aussi à des bénévoles qui avaient du mal à s'engager, qui avaient du mal à se déplacer pour une assemblée générale, de pouvoir cette fois-ci juste se connecter depuis chez eux et donc participer à une assemblée générale alors qu'ils avaient du mal à le faire les années précédentes.
Et pour que ça fonctionne vraiment, ce qui est hyper important, c'est de bien préparer l'organisation d'un conseil d'administration en visio ou d'une assemblée générale en visioconférence. Et pour ça, il y a plein de tutos qui existent, il y a plein de… Voilà, je n'ai pas le temps de détailler, mais pareil, s'il y a besoin de ressources, on pourra vous en fournir facilement. C'est important pour mobiliser les gens. Par exemple, ce soir, je crois qu'on a atteint les 50 associations présentes. Historiquement, quand Info Local voulait réunir 50 assos, on louait une salle, on envoyait des invitations, il fallait que les gens soient dispo ce jour-là, puissent se déplacer, etc. C'était très complexe. Depuis le confinement, on doit être à notre 10 ou 12e visio locale, et en cumulé, on a dû rencontrer 450 assos. Donc, ça illustre bien la capacité de mobilisation et la simplicité. Et on a rencontré, durant ces derniers mois, beaucoup d'associations qui ont mis en place ces dispositifs pour faire des réunions informelles, par exemple hebdomadaires, garder le lien, faire des cours à distance, faire par exemple des cours de langue ou de discussion, faire même de l'entretien sportif chacun chez soi. Alors, ce n'est pas très réjouissant, mais ça permet de garder le fil, ça permet de garder les acteurs mobilisés. Et puis tout le monde a plus ou moins adopté à titre personnel, notamment avec sa famille ou ses enfants, petits-enfants, ces pratiques digitales. Maintenant, il n'y a plus qu'à, en tout cas, il faut saisir l'opportunité pour l'utiliser pour ces assos. Voilà, je suis désolé, j'arrête les parenthèses. À toi, Laura. Non, mais merci, mais c'est intéressant. Enfin, nous, on a eu plusieurs assos qui ont témoigné du fait que elles ne s'étaient jamais autant, les membres ne s'étaient jamais autant retrouvés que depuis qu'ils avaient mis en place la visio. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec le fait que le présentiel, c'est essentiel et que, voilà, on a hâte de se retrouver en vrai, mais c'est quand même une dimension à prendre en compte en parallèle. Et donc, du coup, pour finir très rapidement, parce que je vois le temps défiler, voilà, il va être temps, en effet, de pouvoir préparer les formulaires d'adhésion pour la rentrée. Et du coup, là, pareil, l'idée, c'est de pouvoir, quand c'est utile, utiliser le numérique pour vous permettre, comme on le disait précédemment, de pouvoir gérer vos adhésions pour notamment… encore une fois, correspondre aux usages de vos publics, donc pouvoir proposer une adhésion qui va être faite à tout moment, pouvoir simplifier ce processus-là, pouvoir gagner du temps sur la gestion en fait des cotisations. Ce n'est pas du tout pareil de devoir gérer des paiements en 3 fois en chèque ou parfois mensuel par chèque que de juste pouvoir proposer un paiement en ligne à vos adhérents et donc du coup, vous de votre côté, ne plus avoir toute cette gestion. De la même manière, ça va permettre de vous faire gagner du temps dans la gestion des données en fait, de vos adhérents également. Puisque là, encore une fois, vous avez plein de logiciels qui vous permettent d'avoir une gestion des adhérents et des formulaires d'adhésion automatiques. Et donc du coup, en fait, vos adhérents vont rentrer leurs données sur un formulaire et vous allez déjà toutes les avoir, enfin vous n'aurez plus de données à traiter, uniquement les télécharger et les rentrer dans vos différents logiciels habituels. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps et c'est probablement une des raisons pour lesquelles les associations vont décider de passer par un format d'adhésion en ligne plus que de rester au papier. Donc voilà un peu les 3 éléments. Les 3 éléments sur ce sujet. Je suis passée très très vite. Je vous ai mis en italique juste un petit point là-dessus parce que je sais que l'adhésion c'est vraiment quelque chose qui a été un sujet assez tendu là et qu'il y a différents enjeux de pouvoir recapter de nouvelles adhésions, de pouvoir remobiliser les anciens adhérents, de savoir quelle est la formule adaptée aussi si on ne peut pas réaliser toutes ces activités. Donc voilà, sachez qu'il y a quand même des aides pour vous accompagner là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les fédérations si vous êtes fédéré, l'État également qui propose des aides spécifiques. Voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Merci Laura. On a une remarque et une question qui te concerne directement. Alors la remarque, c'est Olivier qui dit pour les cours de sport distanciés, cela ne fonctionne pas, les adhérents souhaitent rencontrer un coach. Bien évidemment, hein, faute de grive, on mange des merles. Le sport en distanciel, pour un club, ce n'est pas la panacée. J'expliquais juste que ça permettait de garder le fil rouge. J'avais l'exemple c'était un club de football, je ne sais plus dans quel département, lors d'une précédente visio locale, qui ne pouvait plus, durant un des confinements, assurer les cours, mais qui avait gardé au sein de ses équipes des cours de remise en forme, chacun chez soi, mais l'entraîneur veillait à ce que chacun conserve le bon état de forme. Donc voilà, c'est pas la panacée, mais ça a permis de garder ce lien.
La question pour Helloasso, peut-on contacter Helloasso pour la mise en place de la collecte d'adhésion quand nous ne sommes pas capables de le faire seuls? Laura, vas-y, mais je sais que vous avez un service d'accompagnement qui est top. Oui, bien sûr, évidemment. Et du coup, je vous mets les contacts dans le chat, mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on est là pour ça. Alors, il y a aussi la question, l'inconvénient du paiement en ligne pour nous est que les adhérents ne paieront pas les cours ou ils ne viennent pas. Alors, est-ce que Laura, tu as un éclairage là-dessus? Alors là, du coup, c'est un petit peu… ces quelques lignes ne permettent pas d'y voir tout à fait clair dans ce que vous voulez dire. Donc, je ne sais pas si c'est… Mais… Donc, monsieur ou madame légal, je ne sais pas, vous pouvez approfondir la question, enfin développer la question peut-être. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Bonjour, c'est Madame Le Gall. Oui, donc ça n'a pas d'importance, ne vous inquiétez pas. Les adhérents, si on prend les inscriptions au cours par cours, si vous voulez, l'inconvénient, c'est que le professeur est là pour donner le cours. Le cours, il est rentable par un certain nombre de personnes. Si on a la moitié des gens qui ne viennent pas, on fait comment pour payer le professeur? D'accord. Alors, du coup, ce que vous voulez dire, c'est qu'en effet, les personnes payent au cours et si elles ne viennent pas… Alors, je suis désolée, c'est juste que j'ai eu du mal à… ça a coupé un petit peu. Mais… La solution que vous préconisez, de payer en ligne. Oui. Et de prendre les gens comme au cours, à chaque fois, si on veut dire. Non, ça peut être un abonnement, Madame Le Gall. Hein. Oui, tout à fait. Là, vous êtes dans une asso qui fait appel à un coach ou à un professeur payé. Oui. C'est bien ça? C'est ça? Mais vos adhérents, ils payent à la session ou ils payent un abonnement ou un forfait pour X sessions? Voilà, ils payent un abonnement pour X sessions. Eh bien, je devance la réponse de Laura, mais il y a une possibilité de structurer son paiement pour qu'ils achètent des packs de 5 cours ou 10 cours. Laura, tu me confirmes? Oui, tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux. Donc, voilà. En effet, en fait, l'adhésion en ligne, elle va s'adapter vraiment à un maximum de cas particuliers au sein des associations. Et donc, du coup, à vous après de pouvoir structurer votre formulaire pour qu'il corresponde à votre situation particulière. Donc, en effet, soit des cours, parfois on a des exemples d'adhésion avec des packs, parfois c'est juste s'inscrire au cours spécifiquement, renouveler en fait pour chaque cours auquel on participe. Parfois c'est à l'année, parfois c'est glissant, voilà, tous les cas sont représentés et sont possibles. Ok, donc c'est moi qui n'avais pas compris votre présentation. Pardon de ne pas avoir été très claire surtout. Je crois que… Merci pour cette question, Madame Le Gall. Monsieur Lefebvre a levé la main. Le président du club de tennis qui n'aime pas le tennis. Ça, c'est quand même… on va faire un article, je pense. Vous avez votre micro coupé, Monsieur Lefebvre. Votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Non, je disais, non, c'est pas que je n'aime pas le tennis, il ne faut pas exagérer, mais ça ne me passionne pas, très franchement. Non, moi, observation simplement. Sur l'adhésion, pour moi, c'est hyper essentiel en présentiel, parce que c'est le seul moment où j'ai un point de retour vraiment complet sur le ressenti des gens, sur comment s'est passée la saison écoulée. Donc moi, quand j'ai pris la présidence il y a 3 ans, je voulais tout changer, je voulais passer en numérique et tout. La vice-présidente à l'époque m'en a dissuadé et aujourd'hui, je me suis complètement rallié à son point de vue. C'est un gros point, c'est vraiment un point de contact. Moi, je suis très présent au niveau des adhésions. On les étale sur plusieurs jours et je fais en sorte d'échanger avec un maximum de personnes, donc généralement ce sont des parents, pour savoir comment s'est passée la saison, ce qu'ils voudraient changer et tout. Donc pour moi, c'est un point qui est devenu vraiment essentiel, en tout cas dans ma façon de manager les choses. Et la deuxième chose, c'est une observation, alors c'est parce que je suis entre autres un ancien responsable sécurité informatique, et pour voir ce que font certains clubs, je suis un peu inquiet de la sécurisation de la collecte des données, puisque en fait, au travers des outils qu'ils utilisent, il n'y a pas vraiment de sécurité.
hein, des trucs en lien avec Google et compagnie, sur les données qui sont collectées, nom, adresse, et ainsi de suite, hein, puisque quand on collecte les informations pour les inscriptions ensuite sur le site de la Fédération française de tennis, on a quand même un certain nombre de données qui sont collectées. Et ça, je voudrais attirer l'attention quand même des gens là-dessus, parce que derrière, ça génère, et d'ailleurs, nous, on en a été l'objet, ça génère un certain nombre de piratages de messagerie et ainsi de suite. Et bon, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est technique et puis je suis plus en activité, donc je ne vais pas m'étendre. Mais bon, voilà, je voulais attirer quand même votre attention. On ne peut pas faire n'importe quoi en matière de collecte de données. Alors du coup, je me permets juste de répondre rapidement, très brièvement, sur la question du présentiel. Je pense également que c'est un temps essentiel, mais que du coup, le numérique va venir en complément. Et après, si vous n'en avez pas besoin, bah, c'est très bien. Mais par contre, si vous avez envie, en effet, de pouvoir gagner du temps et de simplifier aussi la vie parfois des trésoriers, bah, n'hésitez pas à regarder ce type de solution, mais rencontrez toujours vos adhérents. Ça, c'est vraiment, enfin, j'espère ne pas avoir envoyé le message inverse, parce que vraiment, c'est important de les rencontrer. Le deuxième point sur la sécurisation des données, je vous rejoins tout à fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi plein de formations, plein d'ateliers qui sont faits par des acteurs de l'accompagnement sur le territoire sur la protection des données, aussi en tant qu'association. Donc, voilà, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Voilà. Et sachez, Monsieur Lafay, je rebondis juste là-dessus. Là, c'est la casquette SIPA Ouest France qui parle. C'est qu'on est extrêmement orthodoxe sur le RGPD et sur la protection des données personnelles. Lorsque vous utilisez un faux local, par exemple, alors vous ne le savez pas parce qu'on ne le porte pas en étendard, mais on s'inscrit dans l'exigence qui est celle de Ouest France vis-à-vis de Ouest France, Corée de l'Ouest, Presse Océan, Maine Libre, vis-à-vis de ses abonnés. Et notre dirigeant est un ancien directeur informatique sécurité pour le Crédit Mutuel Arkea, donc pas tout à fait le même. Mais soyez convaincus que… Ouais, il se trouve que j'ai été longtemps correspondant CNIL de mon entreprise, donc c'est pour ça que je suis D'accord, ok. Voilà. Je comprends. Voilà. Non, mais on est très sensible à ce sujet. Voilà. Merci Laura. S'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie numérique, je pense qu'on peut passer, et évidemment on a un peu de retard, mais je vous avais dit que c'était ambitieux de tout faire tenir en 1 heure, mais c'est plutôt bon signe parce que vous avez des questions. Marc. Je propose qu'on parle maintenant de la communication et notamment du Courrier de l'Ouest. Bruno, c'est à toi. Merci David. Je voulais juste d'abord me féliciter du fait qu'on ait organisé ce webinaire. Je ne m'étais pas fait la réflexion, je l'avoue, avant, la veille d'une première phase essentielle du déconfinement. Alors, je ne sais pas si c'est le Crédit Mutuel ou si c'est Info Local qui a le bras à ce point si long qu'ils aient pu influencer le calendrier du gouvernement. En tous les cas, comment organiser la reprise dans son association la veille d'un début de réouverture de l'activité, c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. Moi, je voulais juste partager avec vous quelques grands principes sur la façon dont vous pouvez communiquer donc cette reprise de votre activité, la façon dont vous pouvez utiliser ou solliciter les moyens de communication qui sont dans votre environnement. À quoi peut me servir Info Local? Je laisserai David répondre à cette question. À quoi peuvent me servir les réseaux sociaux, notamment Facebook? Comment je peux solliciter le Courrier de l'Ouest? Ce qu'il faut se dire, c'est que chacun de ces moyens est formidable. C'est un outil à la fois formidable, mais à chaque fois, il y a évidemment il y a tous les avantages, mais il y a évidemment toutes les contraintes. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, je vais être très vite parce que sans doute que je vais énoncer les choses que vous connaissez déjà et que vous pratiquez. C'est cette capacité à parler au-delà de vos adhérents, cette capacité à pouvoir constituer une communauté de gens qui partagent quelque chose. Et c'est de le faire en maîtrisant votre communication de A à Z, sur le tempo, sur la forme que vous voulez utiliser, sur la nature de l'information que vous voulez faire passer. Je veux diffuser de la vidéo, je veux diffuser de l'image, je veux diffuser un texte très informatif. Tout ça, vous le maîtrisez. Mais
évidemment que ça s'accompagne de contraintes parce que on ne peut pas investir l'espace des réseaux sociaux, on ne peut pas investir ou ouvrir une page Facebook sans tenir la promesse que l'on fait aux gens à qui on souhaite s'adresser. C'est-à-dire que si je choisis d'investir les réseaux sociaux, d'abord j'intègre la contrainte de la modération, parce qu'il se peut que des gens réagissent à ce que vous aurez fait ou à ce que vous aurez dit. Alors non pas que les réactions ne soient pas souhaitables, mais enfin encore faut-il qu'elles soient acceptables dans leur formulation et sur le fond. Mais ça nécessite aussi qu'il y ait une vraie régularité de ce que vous pourrez poster. On ne peut pas proposer quelque chose sur Facebook et attendre 15 jours pour proposer autre chose. Et ça signifie aussi qu'il y a une vraie diversité. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut savoir utiliser le moment où simplement des photos peuvent suffire, ou une vidéo peut mieux incarner qu'un long texte, un compte rendu sur une activité une initiative que vous aurez pu mener. Donc il y a évidemment une vraie capacité à créer quelque chose, à s'adresser au-delà de son réseau strict, du simple cadre de mon association, mais il y a une vraie contrainte, il y a de vraies contraintes à cela. Ce qui veut dire que, j'ai utilisé le mot stratégie, c'était sans doute pas le bon, mais en tous les cas, avant de se lancer dans une activité sur les réseaux sociaux, il faut évidemment se dire quels moyens je veux mettre en face et définir quels sont mes objectifs. Voilà. Et on l'a évoqué tout à l'heure, quels sont les moyens, ou dans mon bureau, ou en lien avec des bénévoles, ou avec des adhérents, dont je dispose, qui peuvent me permettre d'être au rendez-vous que je vais donner. Personne ne m'oblige à donner ce rendez-vous aux gens qui vont suivre l'activité de mon association à travers Facebook. Mais si je pose ce rendez-vous, il faut que je le tienne. La seconde slide, c'était pour vous parler du Courriel Ouest. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, le Courriel Ouest, c'est formidable aussi, c'est comme les réseaux sociaux, mais d'abord parce que ça me permet de parler à tout le monde. Alors, peut-être que c'est un peu prétentieux de dire parler à tout le monde, mais en tous les cas, c'est de parler à un cercle encore élargi par rapport aux réseaux sociaux. Vous allez parler à une communauté, là, vous parlez à une très grande diversité de gens. Il faut se dire aussi que le Courriel Ouest, c'est évidemment un journal, mais c'est une plateforme numérique, et ce sont aussi des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les contenus du Courriel Ouest sont aussi après postés sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, d'abord, on élargit le cercle, et en plus, on fait aussi un peu évoluer la nature des gens qui vont avoir accès à l'information. Sur les réseaux sociaux, on va pouvoir toucher des gens qui n'ont pas forcément un lien très, très étroit encore avec le Courriel Ouest. En revanche, pour les lecteurs du journal, vous avez des gens qui ont un lien très étroit. Et quand je dis ça, c'est que pour vous, ça peut être très intéressant, et c'est très intéressant parce que les lecteurs du Courriel Ouest, je dis toujours, ce sont des gens qui sont dans leur territoire. Voilà. Ils sont au Courriel Ouest, ils sont lecteurs du Courriel Ouest parce qu'ils sont insérés dans leur territoire, ils sont intéressés par ce qui s'y passe, ils veulent être peut-être des acteurs, en tous les cas des observateurs informés. Et ces gens-là, me semble-t-il, sont aussi les gens qui potentiellement sont les adhérents de vos associations et qui potentiellement sont les bénévoles ou qui peuvent venir vous aider à développer votre activité. Donc, quand j'écris parler à tout le monde, c'est ce que je veux dire en fait. C'est qu'il y a une capacité de parler à la fois à des gens qui peuvent être assez éloignés de leur territoire, y compris de l'activité de votre association, mais malgré tout, on va les toucher. Mais aussi à des gens qui, a priori, partagent cette chance fondamentale avec vous d'être en lien avec ma commune, avec mon canton, avec ma ville, avec mon département. La deuxième chose, c'est que pouvoir vous apparaître d'une façon ou d'une autre, je vais y revenir, dans les colonnes du Courriel Ouest, c'est évidemment pouvoir donner une sorte de coup de tampon qui garantit la fiabilité de l'information qui est donnée. Alors non pas qu'il ne nous arrive pas d'écrire parfois des bêtises, je pense que ça nous arrive malheureusement, mais en tous les cas, nous avons des contraintes et des pratiques qui nous permettent d'éviter cela au maximum, et évidemment qu'on veille comme sur un trésor très précieux sur cette crédibilité de la marque du Courriel Ouest. Ça permet quoi? Ça permet
ça vous permet, cette crédibilité de la marque, de parler à des personnes extérieures, aux institutionnels, mais aussi en interne. Je pense que dès lors qu'on parle de votre association dans nos colonnes, sur le site internet de la plateforme, ça suscite forcément de la satisfaction, peut-être de la fierté auprès de vos adhérents. La slide suivante, je l'ai déjà évoqué. Alors, comme voilà, on est formidable, mais on a aussi nos inconvénients, j'en suis désolé. Quand je vous dis qu'on a notre crédibilité à préserver et à travailler, forcément, ça veut dire que ce sont des informations vérifiées que nous publions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que autant sur les réseaux sociaux, vous avez la main. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas bienvenu, heureusement, les portes sont grandes ouvertes, mais forcément le message qui sera publié dans nos colonnes sera peut-être pas exactement celui que vous aviez envisagé. Tout simplement, je prends l'exemple de notre devoir du contradictoire. Si vous avez une prise de position à faire passer, elle sera la bienvenue. Un journal comme le nôtre est évidemment un journal de débat, donc c'est un journal c'est un endroit dans lequel doivent se rencontrer des idées qui peuvent diverger, qui peuvent s'opposer. Mais notre obligation à nous, ce sera évidemment de mettre en vis-à-vis pour proposer à nos lecteurs d'autres arguments et d'autres points de vue. Voilà. Donc le Courrier de l'Ouest va maîtriser la communication, puisque c'est sous son égide, sous sa marque, qu'elle sera proposée aux lecteurs. L'autre contrainte, c'est celle du temps et de l'espace. Nos colonnes ne sont pas notre espace n'est pas illimité, notre temps non plus. Donc évidemment que, je dis toujours, nous commençons par faire des choix. La journée d'un journaliste du Courrier de l'Ouest, de Ouest France ou n'importe quel autre journal, c'est de faire des choix, de se dire de quoi je vais parler aujourd'hui et donc de quoi je ne vais pas parler. Voilà. Comment nous solliciter? Alors, le plus simplement du monde, d'abord, ne vous gênez pas. Hein, on est accessible, on est à côté, on est voisins. Donc, sincèrement, ne vous gênez pas. La vraie porte d'entrée, c'est pour ça qu'on a souhaité associer les correspondants à ce webinaire, ce sont évidemment nos correspondants. Hein, il faut vous dire que sur l'ensemble de nos 2 départements, on en a près de 300. Alors, ça veut dire que le maillage n'est pas parfait. Il y a quelques communes où on a du mal à être présent, mais ça veut dire qu'il n'est quand même pas mauvais. On est quand même assez fiers de cela. Et pourquoi les correspondants sont la vraie porte d'entrée pour vous? D'abord parce que la plupart du temps, ils vous connaissent, parce que vous les connaissez, mais plus encore parce que, comme vous, ils connaissent le territoire dans lequel vous évoluez. Voilà. Et donc, sur la nature de l'information, la pertinence de l'information à faire passer, eux ont ce regard-là et ont cette capacité à trouver la bonne façon de relayer ce que vous pouvez vouloir faire passer à nos lecteurs. L'autre point que je voulais très rapidement aussi évoquer avec vous, c'est raconter des histoires. Vous avez les uns et les autres témoigné là, dans notre réunion de l'appétence qui est la vôtre, de celle de vos adhérents, de vos bénévoles, de garder du vrai présentiel, du contact physique, j'allais dire charnel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'incarner les choses. Et nous, au journal, on a vraiment besoin d'incarner les choses. C'est-à-dire qu'il faut que vous nous racontiez des histoires. Vous verrez qu'Info Local peut servir à d'autres choses. Les réseaux sociaux peuvent vous servir aussi. Mais au sein du journal, alors évidemment que les informations classiques, j'allais dire traditionnelles, y ont encore toute leur place. Mais dès lors que vous souhaitez attirer notre attention, à la limite, peu importe, mais l'attention du lecteur, et peut-être plus encore l'attention de la personne qui, sur les réseaux sociaux, va retrouver l'article que nous aurons posté, il faut qu'il y ait une histoire. Racontez-moi l'histoire de ce bénévole qui est là depuis 20 ans avec vous et qui ne vous a jamais lâché, de cet adhérent qui vous rejoint à 80 ans et qui s'est passionné pour votre activité, ou de ces gens qui ont noué une relation amicale, amoureuse dans votre association. Racontez cela, ça m'intéresse ça. Vous voyez, David a réagi tout à l'heure à la présentation que M. Lefebvre a fait de lui-même sur le président du club de tennis qui n'est pas passionné par le tennis. Il a dit peut-être que ça fera un article. Évidemment que c'est intéressant. C'est une super histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à travers vous, M. Lefebvre, si on fait votre article, c'est un article sur vous.
Évidemment que vous avez parlé de votre association, et évidemment que malgré tout, vous avez parlé de l'attachement que vous avez avec votre club. Mais il nous faut des histoires, et c'est par cette façon que vous attirez l'attention de gens. Il faut vous dire que en élargissant le cercle des gens à qui vous pouvez parler à travers le Courrier de l'Ouest, vous allez aussi toucher des gens qui ne vous attendent pas, qui n'achètent pas le journal, ils ne savent pas que vous serez dans le journal, qui ne vous connaissent pas et qui n'attendent rien de vous a priori. Donc il faut vraiment aller les chercher. Et on va les chercher par des histoires, par de l'humain. Et c'est de cette façon, me semble-t-il, y compris que vous donnerez envie, soit de vous suivre, soit d'adhérer, soit d'être bénévole parmi vos équipes. Voilà, je ne vais pas faire plus long. S'il y avait des questions, évidemment qu'il répondra avec plaisir. Oui, merci Bruno. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'orchestration, la relation avec les correspondants locaux. Si vous n'avez pas sur vos zones respectives le contact à privilégier, on est là aussi pour y répondre. Alors peut-être qu'on ne pourra pas en temps réel, mais en tout cas, au terme de cet échange, on pourra le faire. Je tenais juste à rebondir sur ce que disait Bruno à propos des réseaux sociaux et de Courrier de l'Ouest, et puis après je vous parlerai d'info locale. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les réseaux sociaux sont un formidable outil pour partager sous la forme que vous souhaitez vos informations, mais il ne faut pas non plus surévaluer leur capacité à toucher les gens qui vous suivent. Vous vous êtes peut-être aperçu, si vous avez les mains sur votre page Facebook de club, d'association ou même votre profil personnel, que depuis quelque temps, lorsque vous postiez une information, vous aviez moins d'engagement, moins de likes, moins de commentaires, moins de choses comme ça. C'est assez simple, c'est que ce qui s'appelle la timeline de Facebook, c'est-à-dire ce flux continu, il est de plus en plus encombré. Et il est encombré parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui s'en saisissent, parce qu'il y a de plus en plus de publicités qui viennent s'immerger. Et donc, du coup, ce qu'on appelle le reach, je suis désolé de cet anglicisme, ce qui veut dire l'atteinte, le nombre de gens que vous atteignez, il se réduit. On estime que désormais, si vous avez 100 personnes inscrites à votre page Facebook, si vous faites un post, on estime qu'il y a entre 1 et 3% qui vont être atteints par ce que vous avez posté. Évidemment, si les gens like, s'il y a des commentaires, si ça s'engage, ça va viraliser plus. Mais il ne faut pas surévaluer cette présence. Ce n'est pas parce qu'on fait un post Facebook qu'il est nécessairement vu par tous. À l'inverse, et Bruno avec modestie ne l'a pas dit, mais lorsqu'on a un article qui passe dans le Courrier de l'Ouest ou sur la plateforme, alors quand il parle de plateforme, c'est la plateforme qui associe Courrier de l'Ouest, Mail Libre, Presse Océan, Westfrance.fr, on a un reach, donc on atteint une cible beaucoup plus large. Je n'ai pas en tête le taux de pénétration ou le taux de lecteurs du Courrier de l'Ouest sur le 49, mais je pense que on doit flirter pour la PQR au global à 30 ou 40% de taux de pénétration auprès des lecteurs du 49. Ce que n'obtient pas un post Facebook. Je voulais juste remettre les choses en perspective. Maintenant, je voulais expliquer comment, sur Info Locale, nous pouvons nous intégrer là-dedans. On a parlé de la complémentarité entre les correspondants et les journalistes, Info Locale, les réseaux sociaux, et je vais vous expliquer ce que nous, on projette pour accompagner la reprise des activités. Notre objectif au sein du groupe SIPA Ouest France et Info Locale, c'est de relier les citoyens et de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. Historiquement, on sert à ce que vous partagiez des informations pratiques ou des événements qui viennent nourrir les agendas locaux de nos journaux. Ça, c'est ce qui se fait depuis 2008. C'est ce que vous voyez là. Dans le journal, vous voyez ces inserts qui sont très formatés, qui représentent beaucoup de contraintes. Bruno a parlé des contraintes formelles du journal, c'est-à-dire qu'on a un espace qui n'est pas illimité. On a aussi des exigences en termes de rédaction, de présentation de l'information, un formalisme. Eh bien, le papier véhicule ces contraintes-là. Ce qu'on veut faire désormais, c'est qu'on veut capitaliser sur la plateforme web pour vous permettre d'en dire plus. C'est-à-dire que vous ne serez pas à 300 signes lorsque vous partagez une annonce d'événement. Vous pourrez y ajouter plus de photos, de la vidéo, des liens hypertextes, des liens de billetterie. En 2019, on a rencontré physiquement, on était avant le confinement, dans 3 départements du Grand Ouest, plus de 150 associations. Et on les a écoutées et elles nous ont fait part de leurs problématiques au quotidien et de leur frustration à l'égard de nos médias. Leur problématique, c'était le bénévolat et le financement, la trésorerie.
Donc, on s'est attelé à mener des partenariats avec respectivement Bénévolte et Helloasso. Au niveau de leur frustration, elles nous disaient, les annonces d'infos locales, c'est bien, mais moi, je voudrais en dire plus. Si je fais un festival, j'ai une programmation, j'ai plusieurs artistes, je voudrais pouvoir partager tout ça. J'ai une opération de solidarité, je fais de l'accompagnement de personnes démunies. Peu importe le sujet, les 300 signes étaient trop courts. À côté de ça, on avait des zones, ce n'est pas tellement le cas dans le 49, mais des zones où il y avait un déficit perçu de couverture médiatique. On ne peut pas, évidemment, vous vous en doutez, couvrir tous les événements, couvrir toutes les associations. Pour que vous ayez une donnée de cadrage, Info Local, c'est environ 60 000 assos qui, chaque année, déposent des annonces d'événements ou des informations pratiques. Et en cumulé, ça représente 500 000 événements. Donc, naturellement, tous ne bénéficient pas d'un éclairage spécifique. Et donc, là encore, on a réfléchi, on s'est dit, mais comment on peut faire? Et ça va être la nouvelle chose que je vais vous présenter. Alors, j'y arrive. Juste, peut-être que vous l'ignoriez, et donc je préfère le rappeler, lorsque vous déposez une annonce d'événement, je crois qu'il y a eu une question en début de séance, elle va alimenter les colonnes pour le 49 du Courrier de l'Ouest et d'Ouest France. Elle va aussi alimenter la plateforme et le nouveau site grand public qu'on sort qui s'appelle infolocal.fr, et elle va, selon votre localisation, alimenter des collectivités partenaires qui utilisent le flux infolocal pour leur site web ou éventuellement pour d'autres publications. Mais là, ça dépend de l'usage qui est fait localement par les collectivités qui soit sont partenaires d'Infolocal ou pas. On a un grand travail actuellement en parallèle pour aller équiper le maximum de collectivités du flux. Donc voilà, donc cette annonce, elle va avoir la durée de vie de l'insertion pour le journal et elle va être pérenne jusqu'à ce que l'événement soit échu sur Internet. Ce qu'on veut développer, c'est qu'on veut développer les contributions. C'est-à-dire que, compte tenu de la frustration qui a été celle exprimée par des associations qui voulaient en dire plus, qui avaient aussi envie de partager leur quotidien, faire connaître leurs activités, peut-être donner à voir ce que ça veut dire de rejoindre telle ou telle association, on a développé ce qui s'appelle les contributions. Alors, on l'a sorti il y a un mois. Pour l'instant, on est en train de vraiment d'itérer et d'apprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est que les associations vont pouvoir déposer des contenus pour partager leurs passions, leurs expertises, présenter leurs organismes, faire certains comptes rendus d'événements, des portraits de membres, des lancements d'opérations, ces genres de choses, avec pas de limite en termes de rédaction textuelle, la capacité à mettre autant de photos qu'on veut, de la vidéo, mais bien évidemment, ça va se faire en complémentarité de la mission qui est celle des correspondants locaux. Nous, on va, sur Infolocal, plutôt se mettre du côté de l'actualité, des contenus froids, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, je vais prendre un exemple, on a eu une contribution récente d'un club d'astronomie qui, à l'occasion d'un alignement de planètes, ou de, ne me demandez pas, je ne suis pas expert, voulait partager c'était quoi une séance d'observation la nuit de cet alignement de planètes. Eh bien, ce club a fait une contribution en expliquant tout ce qu'ils allaient voir, observer, le matériel utilisé, etc. C'est du long, ça demande beaucoup d'espace, ça demande aussi de l'expertise et ça se nourrit de photos. En l'occurrence, il n'y avait pas de vidéo ce jour-là. Mais voilà quel est naturellement le contenu qu'on veut glaner. Je prends un autre exemple, une association du 44 qui s'appelle la Chanère, qui fait des rassemblements et des échanges de graines entre passionnés d'horticulture, des échanges de fleurs, etc. Le traitement qui est habituellement celui des correspondants locaux, c'est d'annoncer l'événement qu'ils vont faire, de faire un compte-rendu avec la présentation relativement succincte et dans le formalisme exigé par le journal. La contribution Infolocal, ça va être d'allonger ça, de faire témoigner beaucoup plus largement et de montrer une multitude de photos de cet événement. Donc voilà, ça s'appelle les contributions. On est en train de sortir ça progressivement. Si vous allez sur votre back-office Infolocal, vous les découvrirez et puis je vous invite à en saisir. Voilà. Pour la rentrée scolaire, et ça c'est important, c'est vraiment notre cheval de bataille, un peu comme Helloasso, c'est qu'on veut être prêt pour la rentrée de septembre. C'est qu'on veut désormais offrir la possibilité aux associations de déposer leurs activités. Alors, ce n'est pas tout à fait simple à saisir, mais un événement, c'est l'ouverture de votre campagne de souscription. C'est le rassemblement pour la kermesse, l'événement, le match, la représentation de tel ou tel spectacle, le gala de danse, que sais-je. Les activités, c'est ce que vous proposerez sous forme de sessions d'entraînement tous les
tel jour de la semaine, tous les créneaux horaires. Et ce qu'on veut, c'est vraiment proposer à nos lecteurs et internautes, enfin internautes, puisque ça, c'est du contenu qui ira sur le web, une vision la plus exhaustive possible de ce qu'ils ont à disposition localement. Du sport qu'ils peuvent pratiquer pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, des activités artistiques, peinture, sculpture, ce qu'on veut, ou de l'engagement aussi dans des opérations de solidarité, dans des associations de soutien, de convivialité, etc. Schématiquement, je vais vous donner mon expérience. Quand je suis arrivé à Rennes, j'ai voulu savoir, pour mon fils qui voulait faire du handball, quels étaient les clubs qui proposaient cette activité pour un garçon de 11 ans et quels étaient les créneaux horaires proposés. Alors évidemment, j'ai fait ma recherche comme tout le monde sur Google en tapant handball, enfant, et puis ça m'a sorti les clubs qui ressortaient. Et donc je suis rentré unitairement dans chaque club pour aller trouver quels étaient les plannings, etc. de chacun des clubs. Et ça m'a pris un petit peu de temps. Notre ambition avec Infolocal, c'est que demain, les associations renseignent très simplement leurs activités et qu'on puisse donner cette vision la plus exhaustive possible et la plus simple de l'offre associative sur leur zone. Schématiquement, c'est un peu de faire un forum des associations virtuelles et pérennes dans le temps. Voilà les choses dont je voulais vous parler pour Infolocal sur ces 3 innovations qui vont jalonner l'année. Voilà. On avait une question, David, de Didier Motard, alors peut-être que Didier, vous pourriez préciser ce que vous entendiez par un espoir pour que la ville de Cholet intègre le dispositif. Vous parliez oui, parce que je trouvais intéressant là, la possibilité que les collectivités intègrent le dispositif d'Infolocal en partenariat, d'après ce que j'ai compris. Et sur le petit slide, il y avait déjà pas mal de collectivités avec leur logo. Ouais. Et donc, la question que je me posais, étant Choletais, je me disais, est-ce qu'il y a un espoir pour que… Est-ce qu'il y a un espoir pour que la ville de Cholet intègre le dispositif? Alors, c'était tout. C'était juste une petite question tout à fait anodine. Hein. Non, mais elle est très intéressante, votre question, parce que je vais vous donner 2 chiffres. Dans le Grand Ouest, donc les 3 régions qui font, Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, il y a 4000 mairies qui utilisent Infolocal en dépose. C'est-à-dire qu'elles annoncent les événements et de la vie pratique en dépose. 4000. Et nous avons actuellement 150 collectivités qui réutilisent le flux qu'elles contribuent elles-mêmes à enrichir. Donc dans ces 150, il y a 4 départements, 3 EPCI de mémoire et le reste ce sont des communes. Pour Cholet, typiquement, on va les contacter comme on va mener des campagnes de ce qui s'appelle d'acquisition. On va contacter les mairies, on les stimule à travers des campagnes emailing. Mais évidemment, on envisage que les associations puissent être prescriptrices. Donc si vous avez une relation ténue avec soit des élus, soit des agents au sein de ces collectivités, vous pouvez leur dire ce serait peut-être intéressant de disposer du flux Infolocal au sein du site de la commune. Accessoirement, pour les communes, ça évite souvent une double saisie. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas saisir pour leur site ce qui est saisi par ailleurs par l'ASSO pour Infolocal, par exemple, de faciliter aussi le quotidien des collectivités. Donc, il n'y a aucun blocage à ce que Cholet rentre dans le dispositif, bien évidemment, Monsieur Motard. D'accord, voilà. C'est des questions qu'on peut relayer, bien sûr. Hein. En tant que dirigeant de club, on peut tout à fait interroger les élus à ce sujet-là, parce que je trouve que la plateforme Infolocal est très intéressante. Hein, et voilà, donc on l'utilise au club depuis longtemps. Principalement sur l'information ponctuelle avec les 300 caractères. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois que ça va prendre de l'ampleur, ça va évoluer. Oui. Et c'est vrai qu'en termes de formation, ça va être très intéressant pour les citoyens. Quoi. Alors, ce que j'ai pas. D'abord, merci d'être un usager d'Infolocal et puis de la manière dont vous en parlez. Donc, merci beaucoup. J'ai peut-être pas précisé que ce qu'on propose avec les annonces enrichies sur le web, là, on s'affranchira des 300 signes, on pourra mettre des photos, des vidéos, des liens hypertextes, ce genre de choses, c'est qu'elles vont être distribuées dans la plateforme web à des endroits stratégiques. Donc, en gros, on envisage d'avoir l'agenda local dans les pages locales de la plateforme et on envisage aussi des pages thématisées. C'est-à-dire que nous, on les appelle les pages tag, comme ça qu'elles s'appellent, mais il y a par exemple un agrégat des pages autour du tourisme. Il y a un agrégat autour des pages sport et même de certains types de sport. Il va y avoir un agrégat autour des pages qui traitent de l'environnement.
un agrégat peut-être demain autour des pages qui… Je crois qu'on a une association de défense du patrimoine. Eh bien, l'idée, c'est que les contenus que nous glanerons via Info Local, qu'il s'agisse d'événements, de contributions ou d'activités, aillent se répartir pertinemment, soit dans l'univers local, ça c'est logique, c'est même la promesse historique de diffusion d'Info Local, soit dans les pages thématiques. Je prends un exemple, vous êtes une association environnementale, vous avez des événements de ramassage de détritus, d'entretien, peu importe, vous avez des activités récurrentes, de formation, par exemple, à la permaculture ou ce genre de choses. Vous avez des contributions que vous allez faire pour partager un peu plus sur votre association. Ces 3 contenus iront potentiellement enrichir la page tag environnement de la plateforme. Voilà. D'accord. Tout ça est en train de se mettre en place, mais c'est la philosophie générale de la chose. D'accord, merci. Juste un tout petit mot, après j'arrête. Je pense que vos correspondants locaux, ils ne vont pas manquer de boulot dans les jours et les semaines qui viennent. Parce que, que Dieu vous entende. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que dans toute cette période-là, ça nous a permis de nous poser et puis de réfléchir sur des projets. Moi, je parle pour mon club sportif. Hein. On a énormément travaillé sur des projets, on a énormément travaillé sur la reprise. Et on est dans les starting blocks aujourd'hui et on va au mois de juin, on a 3 événements forts qui sont prévus sur la salle de sport avec bref. Enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais là, les correspondants, ils ont vraiment toute leur place parce qu'ils vont pouvoir venir, ils vont pouvoir écrire des choses constructives, pleines d'espoir pour l'avenir, avec des choses qui ont bougé. Enfin bref, en tout cas, nous, on va solliciter les rédactions et du Courrier de l'Ouest et de Ouest France sur Cholet pour qu'ils puissent nous accompagner sur les 3-4 manifestations qu'on va faire en juin, et ça ne va pas s'arrêter. En juillet, août, il y aura des choses aussi. Enfin voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'allez pas chômer. Hein. C'est une super nouvelle. Non, ça fait du bien d'entendre cela. D'abord parce que ça veut dire que ça repart. Et puis en plus, ça veut dire qu'on pourra jouer notre rôle. Et juste l'occasion de dire qu'effectivement, les correspondants locaux, et comme nous tous, ont traversé et continuent à traverser une période qui est très compliquée. Parce qu'évidemment, ils ont vu autour d'eux leur territoire, j'allais dire, se rabougrir un petit peu. Donc, ils se sont démenés pour raconter les initiatives des uns et des autres autour de la solidarité qui a été parfois formidable pendant toute cette période. Mais malgré tout, ils ont besoin, comme nous, on a besoin effectivement de raconter comment tout ça va pouvoir, comment la vie va reprendre tout simplement, quoi. Et donc, évidemment que on va réfléchir, nous, à la façon dont on va pouvoir aussi accompagner les suites de ce webinaire. C'est pas un one-shot comme ça, sinon ça n'a pas de sens. A fortiori pour un journal quotidien qui s'inscrit dans la durée, qui est dans le besogneux, dans le pas à pas, dans les petites choses par petites choses. Donc on va réfléchir, y compris avec Info Local, pour voir comment on va pouvoir accompagner cette reprise, peut-être davantage à la rentrée. Mais oui, j'espère en tous les cas, on compte bien être à vos côtés. Oui. Merci. Pour rebondir sur ce que dit Bruno, on a initié, peut-être que le mot est même trop fort, la réflexion sur se dire comment on peut se mobiliser pour la rentrée. Et ce serait prétentieux et mensonger de vous dire qu'on a trouvé la solution, mais en tout cas, je pense qu'on veut mener des actions. Pour l'instant, concrètement, on ne sait pas sous quelle forme. Mais en tout cas, c'est notre rôle d'animateur de la vie locale et des communautés que de faire ça. J'ai vu qu'il y avait une remarque d'Annie Chupin qui indiquait la difficulté d'usage d'Info Local, je crois. Hein. Les associations dont les membres sont plus âgés, Club des Anciens par exemple, trouvent que renseigner Info Local est très compliqué. Alors, je le note, n'hésitez pas, lorsqu'il y a des problèmes comme ça, à contacter support@infolocal.fr et on va essayer, nous aussi, de nous moderniser sur l'accompagnement, c'est-à-dire de faire du partage d'écran, de mettre en place des vidéos pédagogiques et puis d'optimiser nos outils de saisie. On n'est évidemment pas parfait et on sait que parfois ça peut être un peu complexe. On va s'évertuer à simplifier tout ça. Voilà.
Mais je prends bonne note de ce que vous nous dites. On a exactement 33 minutes de retard, mais c'est bon signe. Ce que je vous propose, c'est ce qui se passe souvent à la fin des visios locales, c'est que les questions amènent d'autres questions. Et donc n'hésitez pas, vraiment, il n'y a pas de questions interdites. On échange en transparence sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, Monsieur Motard, en fait, j'ai eu une information entre le moment où vous m'avez posé la question pour Cholet et maintenant. En fait, on a démarché 2 fois Cholet. Et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Mais jamais 203. C'est comme ça. On Mais ça viendra peut-être, justement, ça peut venir de la base. C'est-à-dire que ça peut venir aussi de nous, dirigeants, qui peut-être pouvons impulser certaines choses en disant que, bon, ben, en valorisant l'outil, et voilà, et en restant pas sur des questions peut-être trop, entre guillemets, politiques. Voilà, c'est tout. Hein, nous, on n'est pas là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est des outils qui soient simples, qui soient utiles à l'usage et puis qui servent l'intérêt général. Voilà, en tant que dirigeant associatif, moi, c'est ce que je défends. Voilà, après, il y a d'autres paramètres que je ne maîtrise pas. Hein. Bon, bref. Ah, bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la rentrée, c'est demain. Hein. C'est pas au mois de septembre. Hein. Nous, la rentrée, quelqu'un l'a dit très justement, d'avoir fait le webinaire juste avant le premier déconfinement dans les salles pour les jeunes. C'est vraiment, nous, c'est demain. Nous, demain, on est dans les starting blocks pour démarrer notre saison. Hein, voilà. Ok. Ça marche. Ouais. Il y a plusieurs mains levées. Isabelle, tu vois les mains levées ou pas? Je vois que les mains levées, je ne sais pas. Ah si, c'est Yvelise Drapier. Bonjour. Alors moi, je suis ici au titre d'une association qui est une toute petite association dans un quartier prioritaire, Beauval, Béziers, Morellerie, c'est sur Angers. Et effectivement, moi, j'ai utilisé un faux local pour faire paraître pour un événement et malheureusement, mon événement a eu la malchance de se produire pendant le confinement et juste avant le 2e confinement, ce qui fait que nous étions limités en nombre et quand on vous dit 30 personnes et que vous avez des familles monoparentales, une maman et 7 enfants, faites le compte, ça va vite. Mais Info Local, moi, ça m'a été très utile à ce niveau-là. Nous avons une saison estivale qui reprend et qui va reprendre sur les chapeaux de roue parce qu'on a bien bossé pour ça. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est justement ce calendrier dont vous parlez. Est-ce qu'on peut dès maintenant vous le faire passer, puisque pour nous, il est prêt, pour que les événements, ou est-ce qu'il faut à chaque fois relancer par semaine? Alors, c'est une très bonne question. Et en plus, je pense alors, vous avez votre programmation qui est prête peut-être à horizon 3, 4, 5, 6 mois. C'est ça que vous êtes en train de me dire, ou même pour l'été, tout l'été? Voilà, pour tout l'été et après la reprise, ce sera pour la saison annuelle de septembre à juin 2022. Mais okay. en priorité, c'est quand même la saison estivale parce que il y a toujours des interrogations à savoir si les gens vont pouvoir bouger. Nous avons un public qui a beaucoup de Marocains, d'Algériens, etc. Et ils sont toujours dans l'expectative de savoir s'ils pourront aller au bled ou pas. Okay. Donc, voilà. Alors, n'attendez pas pour saisir vos événements. Vous pouvez saisir d'ores et déjà unitairement chaque événement, même s'ils ont lieu dans 15 jours, 1 mois, 3 mois. En revanche, votre date de parution print, enfin journal, correspondra aux dates respectives de chacun des événements, mais vous bénéficierez de la présence de ces événements sur Internet dès le moment où vous les aurez inscrits. Donc, vous pouvez anticiper. J'espère que ça répond. Et ça vaut pour les différents acteurs. Sachez, et ça c'est la crise et le confinement qui nous l'a appris, qui nous a fait développer ça, c'est que même si vous renseignez votre événement maintenant, vous pourrez tout à fait l'annuler et on partagera l'information du fait qu'il est annulé sur le web. Et après, vous pourrez très bien le convertir pour que l'annulation paraisse aussi sur le print. Voilà. D'accord. Mais donc, idéalement, n'attendez pas. Voilà, tout le conseil que je peux vous donner et vous pourrez revenir dessus par la suite. Voilà. D'accord, merci. Je note aussi, enfin, je précise aussi quelque chose, ça me vient parce que je pense aux événements. Une des différences fondamentales entre Facebook et respectivement le travail journalistique du Courrier de l'Ouest et Info Local, c'est la modération.
Et ça, c'est fondamental sur les initiatives dont je vous ai parlé, entre les événements, les activités, les contributions. Tous les contenus seront modérés avec des humains. Ça peut paraître anachronique ce que je dis, mais c'est quand même fondamental. C'est de vérifier que les associations qui viennent déposer des contenus ne sont pas, correspondent à notre charte, que les contenus véhiculés cochent un certain nombre de cases. Donc ça, c'est aussi une valeur ajoutée de notre groupe sur ce sujet-là. Voilà. Je termine la parenthèse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres remarques pour le moment, ni des questions. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions. Ça peut être sur des sujets peut-être dont on a parlé plus au début. Ça peut être aussi bien sur le bénévolat que sur le financement, peut-être aussi sur le courrier de l'Ouest et concernant les correspondants locaux, parce qu'il y a aussi des correspondants qui sont présents aujourd'hui. Ça peut être intéressant de créer de l'échange sur ce sujet-là. Alors oui, c'est toujours Hippolyte Drapier, mais je voulais savoir justement les correspondants, on peut trouver leur contact ou sur la plateforme? Alors, excellente question. Bruno, Alors, sur les correspondants, alors on ne le fait pas de façon régulière, pas de façon quotidienne, pardon, mais en revanche de façon assez régulière. On a ce qu'on appelle nous un module, un petit espace éditorial, rédactionnel qu'on insère dans les pages locales pour rappeler qui sont les contacts. Alors, comme ce n'est pas de façon quotidienne, ce n'est pas forcément satisfaisant à 100% pour vous, j'en ai bien conscience. Donc, la première chose à faire aussi, c'est de voir et de vous renseigner auprès de la rédaction qui est la plus proche de vous. C'est-à-dire que vous êtes sur Angers, madame, si j'ai bien compris, vous appelez à Angers et vous demandez le contact des correspondants, et ça, évidemment, qu'on vous les fournit. Le troisième niveau, celui auquel on est en train de réfléchir, c'est de voir effectivement comment on peut créer un espace qui permettrait de rendre accessible en permanence les contacts avec les correspondants. C'est une vraie difficulté cependant, parce que je vous parlais tout à l'heure d'un réseau qui compte 300 personnes. Donc évidemment, pour que le réseau compte 300 personnes, ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui partent régulièrement et un certain nombre qui sont recrutés. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un fichier à remettre à jour, non pas de façon quotidienne, il n'y a pas des gens qui nous quittent tous les jours, des gens qui arrivent tous les jours, mais c'est un fichier à remettre à jour de façon assez régulière néanmoins. Et donc on essaye de voir quel serait le meilleur moyen pour faire en sorte que on puisse nous assumer cela. Voilà. Mais oui, il faut qu'on ait un espace. En tous les cas, la bonne réponse pour répondre, c'est dans l'immédiat, c'est de prendre les coordonnées auprès des rédactions, et deux, qu'on puisse ouvrir un espace qui serait un espace accessible pour les associations avec lesquelles on travaille régulièrement pour avoir le contact avec les correspondants. Je rajoute, Bruno, parce que c'est un cas de figure qui a été partagé chez les cousins d'Ouest France, on va dire, c'est que c'est aussi difficile de donner les coordonnées sur une plateforme grand public de correspondants dont les coordonnées sont leurs coordonnées personnelles. On ne va pas donner les téléphones mobiles, par exemple, non, bien sûr. De tous les correspondants. C'est aussi une des difficultés. Voilà. Alors, on a pardon, oui, excuse-moi, on a initié une réflexion aussi sur Facebook et les correspondants. Alors, c'est tout nouveau. On a interrogé nos correspondants sur l'usage qu'ils faisaient eux-mêmes de Facebook et comment ils utilisaient éventuellement Facebook pour s'informer sur les initiatives de leur territoire, sur l'actualité de leur territoire. Donc, on s'aperçoit que on a à peu près un tiers de mémoire de correspondants qui ont cette habitude-là, donc c'est une bonne habitude. Mais on a aussi les 2 tiers qui ne l'ont pas. Et donc, alors ce sera qu'à la rentrée, Monsieur Moitin, je suis désolé, mais à la rentrée, on va initier des sessions d'initiation, de sensibilisation de nos correspondants sur
qu'est-ce que je peux faire de Facebook comme correspondant pour me tenir informé sur l'activité de mon territoire. On a dit tout à l'heure en début de webinaire que les usages changeaient, ils changent très vite. Et cet usage-là, il change depuis très longtemps. Les correspondants ne sont plus systématiquement maintenant sollicités ou par un coup de fil ou par l'envoi d'un mail. Et donc, il faut qu'ils sachent eux-mêmes aller à la source, chercher l'information. Donc, on va aussi réfléchir avec eux sur la façon dont ils pourraient, Mme Drapier, voir quelle est votre activité sans que vous ayez forcément besoin de les solliciter, ce qui n'empêche pas que vous les sollicitiez. D'accord. Mais ce qu'on peut faire, Mme Drapier, c'est que vous nous indiquez la localisation et puis on vous transmettra. Alors, de toute façon, je crois que j'avais laissé les coordonnées de mon association. Il est vrai que quand on a besoin du correspondant, peut-être que ça serait la solution. C'est-à-dire que de laisser un endroit sur la plateforme où les associations puissent laisser leurs coordonnées et soient rappelées, plutôt que d'avoir les coordonnées du correspondant et que le correspondant concerné reprenne contact avec l'association directement. Parce qu'une association, nous, on laisse nos coordonnées. Enfin, moi, je vois bien, notre association, on a un téléphone mobile parce que c'est plus simple, c'est plus facile pour la plupart des personnes de vous joindre. Après, évidemment, ce que rappelait David, c'est qu'on ne peut pas mettre sur la place publique des téléphones portables, ce genre de choses. Mais on a aussi des correspondants, y compris qui ont des boîtes mail qui sont dédiées à leur activité de correspondant. Et nous, on est en contact quotidien avec les correspondants, donc on est aussi en capacité. Tout ça n'est pas impossible non plus. On est en capacité aussi de leur demander si ils seraient d'accord pour qu'on communique au moins leur boîte mail sur la plateforme. Je rappelle que c'est ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire que pour un certain nombre et un grand nombre d'entre eux, évidemment avec leur accord, très régulièrement, dans le journal, nous publions les coordonnées. On a consacré ces derniers temps, depuis plusieurs semaines, des pages entières sur les correspondants. On l'a fait parce que, on voulait très sincèrement leur rendre hommage, et deux, pour aussi les faire connaître au plus grand nombre, et donc notamment aux associations. Et dans ces pages que nous avons publiées, apparaissaient les contacts, si vous voulez. Donc, dès lors qu'on a l'autorisation, que ça correspond à des contacts qui sont utilisés par les correspondants pour leur mission de correspondant, on peut malgré tout les communiquer. Alors, il y a Madame Chupin qui lève la main, mais il y a juste une question de Madame Cotineau qui voulait savoir le correspondant local qui couvre l'activité sportive à Angers. Bruno, est-ce que tu as des expertises sectorielles chez les correspondants locaux, typiquement le sport, ou comment ça se passe? Alors, on n'a pas. Alors, les correspondants locaux sont des correspondants locaux. C'est-à-dire qu'on a des correspondants de sport qui vont couvrir qui travaillent essentiellement le week-end et qui vont couvrir un certain nombre d'activités. Alors, quand il y en a, elles vont reprendre quelques événements sportifs pendant le week-end et qui donc sont en soutien de notre rédaction des sports, de journalistes sportifs. Et puis, nous avons des correspondants locaux. Les correspondants locaux sont par définition généralistes. A fortiori, s'ils travaillent dans une petite commune. Ils sont amenés à pouvoir traiter et le conseil municipal et l'activité de l'association et tel événement et ce qui se passe à l'école. Ils sont vraiment généralistes. Néanmoins, on a dans certaines communes on a souhaité les faire travailler en groupe parce que je dis toujours que l'ennemi du courrier de l'Ouest, c'est le camping-car. C'est-à-dire que nos correspondants locaux ont parfois des camping-cars et quand ils ont des camping-cars, ils ont la mauvaise idée de partir en vacances. Et quand il y a un correspondant local qui est parti en vacances et qu'il est le seul à s'occuper d'une commune, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Donc, on a essayé de les faire travailler comme ça en groupe et en pool, pouvoir se remplacer les uns les autres. Et là, dans ce cadre-là, il peut y avoir des correspondants qui ne sont pas spécialisés dans le sport, mais qui ont la fibre plus sportive. Et donc, en général, ils se répartissent un petit peu comme ça les thématiques. Alors, sur Angers, oui, on a un correspondant, on pourra le communiquer. On a un correspondant qui a la fibre plutôt sport et qui pourrait être votre interlocuteur.
Madame Chupin, vous avez levé la main. Et votre micro est coupé. Voilà. Voilà, oui, bon. Donc, Madame Chupin, correspondante du Courrier de l'Ouest. Bonjour à Monsieur Geoffroy. Bonjour. Donc, moi, j'ai exprimé un petit peu dans le fil d'actualité. Voilà. Nous, pour répondre à la dame là, qui ne savait pas trop au niveau associatif comment contacter les correspondants, je voulais dire que nous, à l'inverse, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on en a parlé parfois, des nouvelles associations se créent. Bon, pendant le confinement, ont beaucoup utilisé leur page Facebook, etc. Et je pense que oui, qu'on va avoir beaucoup là d'activités d'un seul coup. Et voilà, bon, les mairies, normalement maintenant, ont des listes à jour des associations, mais mon message, c'était surtout pour les associations, pour dire de ne pas hésiter à nous contacter, parce qu'effectivement, nous, parfois, alors, ma petite frustration, c'est que par exemple, sur ma commune, il y a une personne qui a créé une page Facebook ici, Jalais, et qui donne toutes les infos qu'elle peut avoir. Et parfois, voilà quoi, avant moi, avant que je puisse l'écrire, etc. Bon, donc il y a ce réseau-là qui s'est fait. Alors, quand j'ai parlé des jeunes, parce que c'est surtout les personnes, les jeunes associations sportives ou d'activités un peu plus jeunes, les clubs des anciens et tout ça sont plus attachés encore à la presse écrite et donc connaissent le correspondant, etc. Et voilà. Donc, enfin. Je voulais dire au président de l'association de ne pas hésiter quoi, à demander à la rédaction qui est le correspondant sur telle commune. Et comme l'a expliqué M. Geoffroy, nous sommes deux sur Jalais, on s'est partagé les thèmes par rapport à je dirais, à nos affinités, moi j'aime bien la culture, le patrimoine, etc. Donc après nous on s'arrange entre nous, il n'y a pas de souci, voilà. Mais il faut que les associations n'hésitent pas aussi à venir vers nous. C'était ce que je voulais dire, le message que je voulais dire. Voilà. Et pour info locale, tout à l'heure, c'est ce que je disais, parce que le club des anciens Jalais ne savait pas qu'il avait un compte. Donc tout le monde entre guillemets, bidouillait sur l'info locale, mais personne ne savait le mot de passe, c'est quoi. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que, mais on m'a donné donc support info locale. Support@infolocal.fr, ouais. D'accord. Bon, très bien. Voilà, c'était mon message. Merci. Bruno, il y a Madame Cotineau qui finalement demande à Angers. On peut peut-être donner le mail. Pardon, ça a coupé, excuse-moi. Oui, tu sais, sur la question du correspondant à Angers, sensible au sport, tu disais qu'il y avait un des correspondants qui était. Oui, je ne l'ai pas en tête, là, j'aurais du mal à trouver, oui, je ne l'ai pas en tête, mais on le donnera, oui, il faut juste retenir la demande et on y répondra, mais à l'instant, je ne peux pas le faire. Ça marche. Moi, je m'associe à cette demande. D'accord. Ok. Madame Chupin, vous avez relevé votre main. Est-ce que vous avez une autre intervention ou c'est que je ne connais pas? Il n'y a pas de souci, pas de problème. Non, je pense que c'est une erreur. J'ai dû cliquer 2 fois. Voilà. Bon. Mais c'est très intéressant. J'ai pris un petit peu en cours de route parce que je pensais que ça commence à 18h, mais a priori, vous étiez pile à l'heure ou je ne sais pas. On était pile à l'heure, mais on est surtout très en retard. D'accord. Mais allez, je vais oser me réjouir du fait qu'on soit en retard pour finir. Ça prouve qu'il y a eu du questionnement et de la richesse dans ces échanges. Donc, c'est plutôt bien. Et puis, je ne sais pas, alors, on est encore combien? On est un peu plus de 20, 25, 26. Ouais, 27 au cumul. Et on est monté à combien, Isabelle? On était à environ 55-60. Bon, c'est un super. C'est top. Top. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être pouvoir conclure. Et
voudrait nous dire un petit mot? Ça a coupé, David, on t'entend pas bien, ça coupe. Non, je disais peut-être que le CMB voulait partager quelques éléments d'appréciation ou intervenir en conclusion, je ne sais pas, parce que il s'associe à ce webinaire et donc nous le remercions. Et Pascal intervenir. est avec nous. Oui, je suis toujours là. Moi, j'ai pris. Non, moi, j'ai pas vraiment de conclusion significative à apporter, sinon qu'effectivement, je vois que ce webinaire a été effectivement bien inspiré. Au regard bien sûr de la fréquentation, hein, qui effectivement moi aussi à ma porte me paraît assez significative, mais surtout au regard des rebonds qu'ont pu engendrer les très belles interventions qu'on a eues ce soir. Donc voilà, on voit bien que la solution elle est énormément dans le partage. Les solutions en tout cas sont énormément dans le partage, sont aussi dans le croisement d'expériences. Et puis ils sont effectivement, comme on le voit, dans la main tendue, hein, les uns vers les autres. Voilà. Tout à fait. Merci. Absolument. J'en profite aussi peut-être pour parler de ce format de visio locale. Là, on a fait ce qu'on appelle une visio locale avec la rédaction et les spécialistes. C'est un format que le confinement nous a amené à créer avec Info Local. Et donc, on a des rendez-vous comme ça assez récurrents où on peut traiter d'une problématique du monde associatif, d'une rencontre avec la rédaction, de la rencontre de solutions technologiques qui existent, etc. On a plusieurs thèmes. Et on envisage aussi de faire se rencontrer des associations du même secteur d'activité ou partageant la même passion pour voir quelles sont les bonnes initiatives à droite et à gauche qui peuvent nourrir le quotidien de vos engagements. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre le blog Info Local et puis on vous tiendra informé avec des emails habituels sur les prochains rendez-vous et notamment les différentes étapes dans l'innovation dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire les activités et les contributions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir se souhaiter une bonne soirée. Et je vais encore vous remercier de votre attention et puis de l'engagement avec les questions, le chat, etc. C'était très enrichissant. Je note qu'il y a peut-être un article sur le fameux président de club de tennis qui n'aimait pas le tennis. Et je vous promets que c'est article. Avec plaisir, tennis Saint-Léonard. Ouais, mais c'est un super papier. Et je pense dans les angles intéressants, il y a aussi la relation du père avec ses enfants, parce que j'ai pu comprendre que c'était aussi une. Moi, David, tu vas prendre ma place à toutes les bonnes idées. Ouais. Non, mais on a eu des trucs rigolos dans ces visios locales. Si je dois partager aussi un truc sur les bénévoles dont on n'a pas parlé, Océane, c'était sur comment intégrer les jeunes bénévoles. Alors, je vais juste témoigner de cette histoire parce que je la trouve aussi, elle est pas si rigolote que ça, mais dans le fond, c'est qu'on avait fait une réunion physique en 2019, là où on rencontrait les associations et on parlait de la problématique du bénévolat. Et donc, les gens disaient, on n'a plus de jeunes qui viennent, etc. Et à la fin de la séance, il y a un président un peu âgé qui vient me voir et qui me dit, vous savez, en fait, les jeunes, ils viennent dans les clubs, mais on ne leur donne pas de responsabilité et on ne les laisse pas faire à leur sauce et à leur manière. Ce qui fait qu'ils sont vite ennuyés. Et je vais vous donner l'exemple. Moi, j'avais un club de kayak. Et il y a deux jeunes qui voulaient tout révolutionner, qui avaient des idées, etc. Et en fait, certains membres du bureau les ont empêchés. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé leur club de kayak à côté. Voilà. Donc, je vais faire cette parenthèse au moment où tu parlais du bénévolat, parce que je trouve que c'est des histoires humaines qui sont souvent enrichissantes. Voilà. Complètement. Bon, on se souhaite une bonne soirée. On a plaisir à être ensemble et à échanger sur les assos. Je sais que ces discussions peuvent s'éterniser. Oui. Mais vivement le déconfinement, qu'on organise des rencontres physiques avec des séminaires Courrier de l'Ouest et le monde des assos, par exemple, ce genre de choses. Merci à vous.
Merci pour l'invitation. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne soirée à Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci à tous.